J'ai fini par devenir cobaye de mon propre cerveau en participant à plus de 100 études cliniques. J'ai même accepté de recevoir des médicaments comme la Ritaline et la kétamine. Qu'est-ce que ça fait de prendre ces molécules-là dans le cerveau? Qu'est-ce que ça provoque? On a quelqu'un en face de nous qui l'a fait. Moi, je suis une passionnée des sciences. Pendant 7 ans et demi, j'ai travaillé en laboratoire de recherche et c'est à l'Institut Pasteur où ma passion pour le cerveau est née. On commence à avoir une idée globalement de comment ça fonctionne, ou est-ce qu'on en est encore loin? Très souvent, les gens, ils ne savent pas à quel point on peut nettoyer des douleurs du passé. L'œil gauche, étant connecté à l'amygdale, pouvait trahir plus facilement donc une émotion de peur, par exemple. Ce sont des muscles cognitifs qu'on peut apprendre à utiliser et se les approprier, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Est-ce qu'on utilise les animaux? Est-ce qu'on leur fait faire des expériences? Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir? Aujourd'hui, on a des animaux qui sont humanisés, c'est-à-dire qu'on peut faire produire génétiquement des récepteurs humains. Et j'ai une souris, par exemple, ça on le fait. De plus en plus, on fait des études où on cherche à contrôler des choses avec notre pensée. J'avais des électrodes sur la partie arrière du crâne. On peut s'imaginer que sur les mois et les années à venir, il va y avoir de plus en plus de découvertes, peut-être majeures. Je pense aussi, oui. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message à vous faire passer. La très grande majorité d'entre vous qui écoutez ce podcast faites déjà très attention à votre santé, à votre forme physique et consomment déjà des compléments alimentaires. Mais entre les produits de mauvaise qualité, les compositions douteuses, les mauvaises conservations et les scandales sanitaires, il devient de plus en plus difficile d'avoir confiance en une marque. Et si vous achetez des compléments au hasard sur internet et en grande surface, arrêtez de suite, vous êtes probablement en train de vous faire plus de mal que de bien. Et vous le savez, je recommande très peu de marques, ça se compte d'ailleurs sur les doigts de la main, et NutriPure fait partie de ces rares exceptions. C'est le sponsor de cet épisode, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. NutriPure, c'est la marque de compléments fondée par Christophe Cario, probablement l'homme qui incarne le plus les valeurs du podcast en termes de santé, de longévité, de performance. Et d'ailleurs, quand on voit son physique à 50 ans, ça laisse peu de place au doute. Je l'ai déjà reçu 2 fois ici sur le podcast et vous avez été des dizaines de milliers à adorer ses interventions. NutriPure repose sur 3 valeurs non négociables. 1. La qualité des matières premières qui sont pures, sans additifs, sans nanoparticules. 2. La transparence absolue avec des fiches produits qui sont ultra détaillées et sourcées pour vous donner un maximum d'informations sur la composition et les dosages et des prix accessibles malgré une exigence très élevée. Et c'est pourquoi, selon moi, ça fait d'eux l'une des meilleures marques sur le marché actuel. Leur gamme est extrêmement complète. Il y a bien sûr les incontournables oméga 3, multivitamines, magnésium, protéines, créatine, tous de qualité supérieure et bien dosés. Mais vous avez aussi des produits spécifiques et des packs qui sont bien pensés, comme le pack articulation qui contient du collagène, de l'arthropure, de la curcumine, le pack intestin et digestion avec notamment de la glutamine, des pré et probiotiques. Pour ceux qui ont besoin de booster leur concentration et leur performance cognitive sans utiliser de caféine, vous avez aussi le NoTroPure qui est l'une de leurs spécialités. Et à titre personnel, je vous recommande aussi la dernière nouveauté, les barres collagène avec 12 grammes de protéines et 5 grammes de collagène par portion. C'est à tester à tout prix. Bref, il y en a pour tout le monde. Je vous laisse découvrir tout ça sur leur site web nutripure.fr. Le lien est dans la description. Si vous n'avez jamais commandé chez eux, vous avez droit à 10% de réduction sur votre première commande ainsi que 10% de remise supplémentaire créditée pour les commandes suivantes. Pour ça, il vous suffit d'entrer le code biomécanique en majuscule et sans accent lors de la création de votre compte. En passant commande chez NutriPure, vous choisissez des produits de qualité et vous soutenez également le podcast. Merci à eux pour leur confiance, merci à vous pour votre fidélité. Et maintenant, place à l'épisode. Liliana, alors toi qui es docteur spécialiste en neurosciences, histoire de faire un petit peu un état des lieux, où c'est qu'on en est actuellement de la compréhension du fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'on arrive sur quelque chose où on commence à avoir une idée globalement de comment ça fonctionne, ou est-ce qu'on en est encore loin? Voilà, quel est l'état de l'art un petit peu? On avance, c'est ce que je peux dire. On avance de manière de plus en plus audacieuse et de plus en plus qui sort de la compréhension classique. Je vais te donner quelques exemples et pourquoi je te dis ça. Alors, en participant dans des études cliniques, j'ai accès à des études qui parfois ne seront pas publiées et j'ai accès à ces études avant qu'elles soient publiées. Tu sais, en science, il y a environ 2-3 ans de décalage entre le moment où on fait l'expérience et le moment où il est publié dans un article scientifique. C'est parce que ça doit être approuvé? Parce qu'en fait, tout le travail, si tu veux, entre le protocole expérimental, entre le moment où tu reçois des participants, tu analyses les données, tu structures l'article, tu tires les conclusions, tu soumets l'article à un journal scientifique. Il y a des peer reviews, donc ce sont des scientifiques qui sont affiliés à ce journal qui vont faire un retour sur l'article, qui vont peut-être l'accepter ou peut-être le rejeter, et donc tu dois le soumettre dans un deuxième journal et ainsi de suite. Donc ce cheminement, il prend du temps, et parfois ce qui prend le plus de temps, c'est aussi de structurer tes résultats, parce que imaginons tu as fait une expérience, elle a donné 2-3 résultats, tu l'as refait, ça ouvre des portes de réflexion, mais ça confirme pas le premier résultat. Bref, le processus est large. Et puis,
au-delà de ça, il y a des études, on les fait, mais soit la technologie n'est pas assez avancée pour nous donner les résultats, donc on peut pas les publier. Il n'y a pas réellement de résultats. Exemple, une étude clinique dans laquelle j'étais là, je me suis dit, ah waouh, on commence à faire des choses chouettes quand on étudie les neurosciences. Parce que quand on pense neurosciences, très souvent on pense cerveau, on pense à cette partie de nous. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurones partout dans le corps, il y a dans le cœur, il y a dans les intestins, donc on parle de plus en plus du deuxième cerveau. Et on parle aussi de l'influence du microbiote sur les neurones qui sont dans les intestins. Et donc, là, on ouvre de plus en plus de portes de curiosité et des questions qui s'ouvrent. Et moi, je me souviens, c'était il y a peut-être 2 ans, où j'étais dans une étude où j'avais à la fois des électrodes sur la tête et à la fois des électrodes sur le ventre. Et là, le but était de savoir dans ces réglages de l'expérience, est-ce qu'on peut capter des signaux dans le ventre et est-ce qu'on peut relier ces signaux à l'hypothèse de l'expérience? Bon, pour te dire, la doctorante, la scientifique qui encadrait l'étude, elle était un peu déprimée. J'ai commencé à la questionner. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça donne des résultats? Elle était plutôt en train de me dire, tu sais, le signal du ventre, il est très faible et pour l'instant, on n'arrive pas à le capter. Donc, bref, elle était en train de me dire que son expérience n'allait pas aboutir à un article. Mais moi, je trouve génial le fait qu'on ouvre des portes à chercher à étudier. Du coup, on met en évidence la limitation technologique aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'elle avait, ça, c'était pas suffisamment optimal pour capter ce signal-là. Mais la question est là. Il y a des scientifiques qui réfléchissent, et dès qu'il y a quelqu'un qui pose la question, on trouvera des solutions pour aller étudier ventre, tête, cœur, donc relier toutes les instances à l'intérieur de nous pour à étudier la neuroscience d'une manière plus globale, plus systémique. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me dis, il y a beaucoup d'espoir parce qu'on ouvre plein de portes. La technologie avance suffisamment bien pour qu'on puisse avoir de plus en plus de précision du signal qu'on peut capter. Bien sûr, il reste des signaux qui sont très faibles et il faut des technologies nouvelles pour ça. Et puis, on a l'intelligence artificielle qui est vraiment un atout pour les scientifiques. Parce que si tu veux, à l'époque, quand on faisait des recherches bibliographiques, on est sur PubMed, tu tapes des mots-clés, le moteur de recherche, il n'est pas du tout optimal, donc tu passes beaucoup de temps à chercher ce que tu cherches, plutôt que de étudier ce que tu as cherché. Là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, elle nous trouve des articles plus rapidement, et donc on peut plus vite aller plus loin dans la réflexion scientifique. C'est quelque chose qui est censé être exponentiel. Du coup, on peut s'imaginer que sur les mois et les années à venir, il va y avoir de plus en plus de découvertes, peut-être majeures. Je pense aussi, oui. Je pense aussi. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui serait une vraie découverte qui impacte l'humanité de manière globale? Tu vois, c'est parce que les questions changent. Il y avait un certain temps, la santé était un focus parce que il fallait mieux comprendre le corps et apporter les molécules qui peuvent agir quand il y a des problématiques de santé. Je pense que la santé a bien avancé, elle continue à avancer. Là, récemment, j'ai entendu que Servier ont mis en place une molécule qui traite un des types de gliome, donc c'est un cancer du cerveau. Ce qui est une majeure découverte, parce que traverser la barrière du cerveau, c'est quelque chose de très difficile. Donc jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup de molécules qui pouvaient le faire. Donc on continue à faire des découvertes au niveau santé. Moi, je me pose les questions là avec l'intelligence artificielle qui va remodeler notre société d'une manière qu'on n'arrive même pas à imaginer. Je me demande quelles sont les vraies questions qui vont nous aider à fonctionner mieux en tant qu'humanité. Tu vois, en tant qu'un groupe d'individus qui essayent de s'harmoniser ensemble. Donc, je sais pas si c'est les questions de la santé, je sais pas si c'est des questions de connexion entre les gens, de compréhension de soi. Je sais pas de quoi on a besoin. Mais en tout cas, les sciences avancent pour continuer à creuser dans ce domaine. Alors, quelle est selon toi aujourd'hui encore la plus grande erreur ou le plus gros mensonge qu'il existerait sur le fonctionnement du cerveau? Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des neuromythes. Donc, ce sont si tu veux, ce sont des conclusions un peu hâtives et un peu rapides sur le cerveau qui nous ont amené à, par exemple, il y a deux majeurs neuromythes qu'on se répète souvent. Le premier, c'est notre cerveau, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ça, c'est un neuromythe qui était, en réalité, à tout instant, on utilise tout ce qui se passe dans le cerveau et le cerveau, il fonctionne dans tous les sens constamment, y inclut la nuit. Et par contre, je peux creuser davantage sur cet axe-là parce qu'effectivement, il y a des moments où on utilise moins nos ressources et il y a des gens qui apprennent à mobiliser plus leurs ressources. Donc, on peut augmenter la capacité, mais on ne peut pas parler que les gens utilisent que 10% de leur tête et que 90% de leur cerveau est en repos.
Deuxième neuromythe, c'est l'histoire des deux parties, partie gauche, partie droite, partie créative, partie analytique. C'est un raccourci trop rapide dans la réflexion. À chaque fois, ça a été fait pour simplifier la compréhension, mais toute simplification, ça enlève un peu de vérité. Et alors, d'où vient justement ça? C'est un mythe qui, autant les 10% d'utilisation du cerveau, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, on en est revenu. On l'a tellement dit que c'était faux que la plupart des gens ils en sont conscients. Sur le cerveau gauche, le cerveau droit, par contre, j'ai quand même l'impression que on y est encore. Qu'est-ce qui explique, d'où vient l'explication que le cerveau gauche serait créatif, il me semble, le cerveau droit serait plus rationnel, et également que l'œil gauche serait connecté au cerveau droit, l'œil droit au cerveau gauche, et je mets directement les pieds dans le plat, ce qui a amené certaines personnes à dire, j'ai déjà entendu, que l'œil droit avait des comportements en termes de mouvement oculaire par exemple, qui pouvaient trahir certaines émotions plus facilement. Alors, le dernier que tu viens d'évoquer, c'est la première fois que je l'entends, mais je vais te partager ma réflexion sur la question. Sans être spécialiste là-dedans, toute la réflexion démarre de l'étude des différentes régions qui correspondent à des fonctions dans le cerveau. Et effectivement, il y a des régions analytiques qui peuvent se trouver plus d'une partie et des régions du langage qui sont plus dans l'autre partie. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a tiré la conclusion. On s'est dit, bref, d'un côté, c'est analytique, de l'autre côté, c'est créatif. C'est un peu plus complexe parce que, comme je te dis, les interconnexions du cerveau vont dans tous les sens. Les régions communiquent dans tous les sens. Et je pense l'utilisation optimale du cerveau, c'est quand on utilise des choses un peu opposées. Donc, effectivement, si on arrive à connecter dimension analytique avec dimension créative, on est plus optimisé que l'inverse. Mais je dirais pas qu'on peut couper le cerveau en deux et si tu veux garder que la partie artistique en toi, tu enlèves la moitié de ton cerveau, ça va pas fonctionner. C'est plutôt le cerveau. Je pense dans la vie, les choses optimales sont dans l'utilisation des paradoxes, dans l'utilisation des opposés, des contrariétés. Et les personnes qui arrivent à mieux jongler entre ces deux dimensions de nœuds extrêmes, c'est les personnes qui sont mieux situées. Maintenant, pour parler de la vision, des yeux, du fonctionnement du système visuel connecté au cerveau, il y a des connexions. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça marche à l'envers, donc c'est la droite est connectée à gauche et la gauche est connectée à droite. Donc ça, c'est une information qui est réelle. Et par contre, je sais pas pour les émotions, je sais pas quelles sont les connexions. Par contre, il y a des preuves sur une approche qui s'appelle EMDR. Donc c'est le mouvement rapide. Est-ce que je l'ai bien dit? Attends, j'ai un petit doute sur cette approche. C'est une approche qui consiste à faire des mouvements des yeux, tout en se rappelant un souvenir traumatisant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réencoder le souvenir en faisant ça. Donc, soit on le raconte à haute voix, soit on le visualise dans la tête. Et en même temps, on a un spécialiste qui nous guide en pointant, en bougeant un stylo dans tous les sens pour que nous, les yeux, on puisse les bouger dans tous les sens. Parce que si tu veux, on va utiliser l'ensemble du cerveau dans ce cas-là. Et on va pouvoir réenregistrer le souvenir d'une nouvelle manière et dissocier la dimension émotionnelle. Donc, c'est une approche qui a été prouvée scientifiquement, elle fonctionne. Et je rajoute une petite parenthèse parce que très souvent, les gens, ils ne savent pas à quel point on peut nettoyer des douleurs du passé. Pour moi, ça, c'est déjà savoir qu'on peut se débarrasser de toute charge, de toute douleur qu'on a vécue dans le passé. Pour moi, ça, c'était une grande porte que j'ai ouverte. Je le savais pas à l'époque. Je pensais que on souffre de quelque chose, on doit le porter tout au long de nos vies. Moi, c'était l'extrême timidité et je me suis dit, en fait, mon cerveau, il est cassé, il va falloir que je reste jusqu'à la fin de ma vie comme ça. Et en fait, non, on peut tout moduler et dès qu'on a un objectif de changer sur tel ou tel axe, on peut l'obtenir. Il y a plein d'approches aujourd'hui et on peut libérer plein de charges émotionnelles, y inclut les plus graves événements de la vie, les plus traumatisantes, on peut les libérer. Le cerveau a la capacité et on n'est pas là pour souffrir. La douleur est inévitable quand on vit quelque chose de traumatisant, on ne peut pas éviter la douleur.
Par contre, la souffrance, elle est. On peut réduire le temps de la douleur et on peut se libérer des souffrances qui viennent du passé. Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast biomécanique, alors vous allez adorer la lettre biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre biomécanique. Ok, on parlera de la douleur un petit peu après. Alors qu'est-ce qui m'a fait dire que l'œil gauche pouvait trahir plus d'émotions? C'est que j'ai lu, ou j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, que l'œil gauche était le reflet, ou en tout cas connecté plus ou moins à l'amygdale du cerveau. L'amygdale donc qui est le centre qui gère la peur, apparemment. Tu vas m'expliquer, moi je dégrossis. Et donc l'œil gauche étant connecté à l'amygdale pouvait trahir plus facilement donc une émotion de peur par exemple, ou une émotion réelle. Voilà. Ok, mais écoute, j'apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je sais pas. Non, mais c'est peut-être des bêtises. Hein. Mais effectivement, les yeux, il y a aussi un autre, il y a un lien entre le focus visuel et le focus tout court, le focus mental. Il y a des approches qui nous permettent d'utiliser le focus visuel. Donc, plus on le réduit, plus on a un focus fort à l'intérieur de la tête quand il s'agit de passer à l'action et d'obtenir des objectifs. Donc là, il y a tout un tas d'études. Par exemple, ça peut porter des études sur des accomplissements sportifs. Qu'est-ce qui nous permet, avec moins d'efforts, d'aller plus vite dans un objectif de course à pied. Et on a constaté que rien que d'avoir une ligne claire où on fixe le regard sur une ligne claire du fin de trajet, ça nous aide à augmenter notre performance. Donc il y a plein de liens entre le focus visuel, notamment quand on est plus focus, ça devient un focus tunnel, et quand on est plus distrait, il n'y a pas de focus en fait. C'est comme si tu absorbais toute la pièce visuellement parlant, et du coup à l'intérieur de nous c'est aussi très ouvert. Donc ce sont des muscles cognitifs qu'on peut apprendre à utiliser et se les approprier, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Ça vaut le coup de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire à ce stade-là, parce que il y a plein de fois où on a du mal à passer à l'action, à engager l'énergie pour un objectif, et savoir qu'on peut utiliser notre focus visuel pour ça aussi, c'est intéressant. Comme les chevaux, faut se mettre les œillères comme ça pour éviter un peu, oui. de regarder en périphérie. Comment fonctionnent un petit peu les études ou les recherches, les expériences? Est-ce que, pour comprendre, donc il y a l'IA, il y a les technologies, est-ce qu'on utilise les animaux? Est-ce qu'on leur fait faire des expériences? Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir? Un petit peu comme sur la recherche médicale. Alors, il y a tout type de recherche. Quand on parle de neurosciences, on peut utiliser des animaux, mais on peut utiliser des humains aussi. On peut utiliser des cellules in vitro. Donc, les scientifiques utilisent tous les niveaux parce que si tu veux les questions, souvent on part de l'in vitro. Dès qu'on voit quelque chose qui marche in vitro entre les cellules, on essaye de l'appliquer dans des modèles animaux parce que l'avantage des modèles animaux, c'est qu'on peut modifier génétiquement l'expression de certains gènes, de certains récepteurs, et ça nous permet soit d'annuler certaines fonctions et de voir si on manque de cette fonction, est-ce que l'hypothèse marche, ou bien de rajouter des fonctions. Donc ça, on peut le faire qu'avec des animaux. Et puis, à la fin, il faut quand même tout valider chez l'humain parce que il y a quand même des différences génétiques entre les animaux et nous. Et c'est pas parce que ça a marché. Aujourd'hui, on a des animaux qui sont humanisés, c'est-à-dire qu'on peut faire produire génétiquement des récepteurs humains chez chez une souris, par exemple. Ça, on le fait pour tester si une molécule marche chez la souris, mais avec un récepteur humain. Donc ça, c'est, si tu veux, la transition entre les animaux et nous, c'est celle-ci. Ce sont des souris qui sont, on les appelle nudes, donc elles n'ont pas de poils parce elles rejettent pas des gènes qui ne viennent pas de leur fond génétique. Et puis à la fin, il faut toujours prouver chez l'humain. On commence par in vitro les cellules humaines et ensuite on passe chez l'humain pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, sachant que quand même chez l'humain on est limité et il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire, d'où le fait qu'on passe, quand on veut comprendre un mécanisme, on doit passer par des animaux et par de l'in vitro.
Mais il y a des règles bioéthiques qui sont de plus en plus sévères. J'ai justement demandé si des fois ça pouvait être un petit peu borderline, ça pourrait en énerver Si tu certains. veux, si tu remontes dans la recherche, il y a plusieurs siècles, il n'y avait aucune règle d'éthique et là on faisait la curiosité scientifique dès qu'elle y est, on teste des choses sans se préoccuper de l'expérience que l'animal peut vivre. Donc ça, c'était le tout au début, avant la création de comités d'éthique. Aujourd'hui, dans chaque pays, dans chaque laboratoire, il y a des comités d'éthique qui réfléchissent sur la douleur animale, sur ce qu'on doit appliquer comme contexte pour protéger, pour rester éthique, tout en gardant la pertinence scientifique. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des vies humaines qui se jouent quand on va jamais utiliser l'animal juste par curiosité. Hein. Il faut qu'il y ait un vrai objectif scientifique qui impacte des vies humaines. Et c'est à partir de là où on peut avoir l'autorisation d'appliquer tel et tel protocole. Il y a des pays dans lesquels c'est tellement sévère que tu dois décrire en amont en termes de nombre d'animaux, combien tu en as besoin et pourquoi. Donc, tu dois vraiment expliquer pourquoi tu peux pas réduire le nombre d'animaux. Donc, il y a des gens qui veillent là-dessus. Ce n'est pas du tout rigolo. Il y a aucun scientifique qui adore toucher l'animal, le tuer. Il y a pas de gens comme ça. C'est jamais fait exprès. S'il y a des erreurs qui sont faites, c'est plutôt par ignorance et c'est plutôt par le manque de structuration. Dans certains pays, il peut y avoir un manque de structuration des comités d'éthique. Aujourd'hui, je pense que mondialement, on est plutôt homogène. Mais oui, à l'époque, il y avait des choses. Là, aujourd'hui, personne va s'imaginer faire ça. Même le scientifique qui l'applique, il va se poser plein de questions. Mais à l'époque, on n'avait pas toute la connaissance et aujourd'hui, on a beaucoup avancé là-dessus et c'est très, très contrôlé. Ok, par exemple, qu'est-ce qui aurait pu se faire dans le passé qui aujourd'hui est inadmissible? Oh, je me souviens pas de ces expériences, mais si tu veux, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de... je me souviens pas. Il y avait vraiment des expériences choquantes qui... si tu as besoin de prélever un organe, mais tu le fais en direct parce que c'est un animal et parce que tu te sens supérieur. Mais quand je te dis dans le passé, j'insiste vraiment, c'est il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, tout se fait... Alors, dès que tu as besoin de faire un geste invasif sur l'animal, il y aura une forme d'anesthésie qui se fait en amont. Et donc, il va y avoir, on met l'animal dans un état où il va souffrir le moins. Et ça, il n'y avait pas cette réflexion à l'époque. Donc, tout ce qui se faisait... alors, il va falloir que je retrouve des études. Je suis désolée, mais c'est une question que j'ai pas suffisamment creusée parce que je regarde plutôt le futur que le passé. Mais je sais qu'à l'époque, déjà, il y avait aucun contrôle. Donc, tu utilises le nombre d'animaux qui est là, mais tu peux les reproduire. Donc, tu fais autant que tu veux. Et je dirais que c'est surtout au niveau des prélèvements, au niveau des injections, au niveau de à quel point tu euthanasies l'animal. Parce que si tu veux, dès qu'on est dans un contexte où on veut que l'animal développe une maladie humaine, tu peux t'imaginer dans le contexte de cancer, on sait que c'est dur pour les humains. Ça peut être c'est quelque chose qui est dur pour les animaux aussi. Donc il y a un point à partir duquel tu es obligé d'euthanasier l'animal pour ne pas dépasser un seuil de douleur. Donc tout ça, c'est réfléchi par les comités d'éthique. Je ne suis pas spécialiste dans le comité d'éthique, donc ça sont des gens, c'est un métier à part entière. Donc je ne connais pas suffisamment bien les règles pour les dire. Mais en tant que scientifique, je sais que nous, on était très sévèrement tenus à bien décrire le nombre d'animaux qu'on utilise, bien décrire sous quelles conditions vivent ces animaux. Il y a plein d'éléments à respecter. Les techniciens de laboratoire respectent les conditions de vie des animaux, combien d'animaux par cage doivent vivre. On ne prend pas des animaux de la nature. Avant, ça se faisait avec les singes. Il faut savoir que le singe, c'est un animal, notamment pour les modèles type VIH. Le VIH n'infecte pas la souris, donc pour travailler sur le VIH, on a besoin d'un modèle sur lequel il peut être infecté. À l'époque, avant les comités d'éthique, ça se faisait encore de prendre des singes de la nature sauvage, ce qui est très frustrant pour un animal qui a connu la nature et qui se retrouve dans une cage. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de reproduire les animaux en cage pour qu'il n'y ait pas cette connaissance de l'extérieur et la frustration de se retrouver limité d'un coup. Tu vois, donc c'est plein de questions qui se posent. C'est très très complexe à ce niveau-là. C'est douloureux pour tous ceux qui sont impliqués parce que moi, ayant travaillé sur des animaux, je peux te dire, tu as beaucoup de pensées à gérer parce que il y a des choses que tu fais pour l'humanité, mais des choses que tu dis c'est quand même dur de manipuler des animaux. Donc c'est une question complexe. Donc pour les personnes qui sont sensibles sur ce sujet-là,
je sais pas comment on peut induire plus d'empathie parce que je connais la difficulté du scientifique qui doit travailler là-dessus. On a besoin d'apprendre et on a besoin de se rappeler à chaque fois qu'on le fait pour des êtres humains qui vont mieux vivre par la suite. Mais c'est pas un truc qu'on fait avec du plaisir, tu vois. Alors, il y a eu encore pire, évidemment. On pense, enfin, j'y pense. Je sais pas si d'autres y pensent, mais aux heures les plus sombres, où certaines expériences scientifiques ont été faites sur des humains directement, dans des conditions Oui. assez particulières. Et j'y ai pensé, je me l'étais noté un petit peu dans tout ce qui était recherche, découverte. Est-ce que tu sais sur, alors, peu importe le contexte, peu importe l'endroit, de manière générale, des expériences complètement non éthiques qui ont été réalisées sur des humains en direct, sans anesthésie, sans rien. Est-ce que via ces recherches, on a réussi à découvrir des choses? Il a été découvert des choses particulières. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent comme ça, spontanément? Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas assez exploré. Je sais que, bon, là, quand tu parles de ça, moi, tout de suite, ça me vient les camps de concentration. Je sais pas quelles sont, c'est certaines qu'il y a des découvertes majeures qui sont faites parce que, si tu veux, il y a plein de choses que tu ne pourras pas tester, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne pourra jamais tester chez l'homme parce que il y a plein de restrictions et qui ont certainement été testées dans les camps de concentration à l'époque. Je sais pas exactement. Il y a quand même quelque chose qui me vient. J'avais étudié l'effet placebo, surtout les origines de l'effet placebo. Là, ça s'est pas fait dans les camps de concentration, ça s'est fait sur les champs de bataille. Et c'était pas fait dans des conditions non éthiques. Ça s'est fait parce qu'il y avait un manque de matériel. Comment on a décrit l'effet placebo, c'est chez les soldats. T'imagines les soldats qui ont perdu une jambe, un bras, des conditions d'extrême douleur. On injectait de la morphine à l'époque. Et puis un jour, le médecin qui s'occupait de ça s'est retrouvé sans morphine. Il n'y avait plus. Il n'avait pas. Et donc, du coup, il a décidé quand même d'injecter du sérum physiologique à ces gens en souffrance et en leur disant que c'était de la morphine. Et c'est là où on s'est rendu compte que chez la moitié des gens, ça a diminué la douleur et chez la moitié, pas. Donc, c'est un effet placebo, il n'est pas à 100%. Mais bon, ça s'est découvert dans des conditions comme ça où, bon, c'était pas non éthique parce que la personne n'avait pas vraiment le choix, mais voilà, c'est des découvertes qui peuvent découler de cette manière-là. Aujourd'hui, les choses sont très très complexes. Par exemple, quand tu veux tester si tu travailles avec des personnes qui ont une maladie, imaginons qu'ils ont le cancer, ils sont déjà dans un protocole médical. Donc toi, en tant que scientifique, si tu veux tester une nouvelle molécule, tu ne peux pas arrêter leur traitement. Donc c'est non éthique de sortir la personne de son traitement médical. Donc il faut qu'elle continue à prendre son traitement médical et éventuellement on peut faire des choses en plus. Donc voilà, aujourd'hui les conditions sont très très strictes. Pour tester un vaccin, il faut qu'il passe des étapes. Je sais que là, peut-être que la thématique vaccin va soulever des questions autour du Covid parce qu'on est allé vraiment vite pendant cette période-là. On va dire le chemin classique, quand il n'y a pas d'urgence de la population, le chemin classique est long et il doit être prouvé à plusieurs niveaux en termes de sécurité avant de le tester chez l'homme. Et il y a je crois qu'il y a 4 phases de test chez l'homme, donc c'est long. Dès qu'on se place dans le contexte Covid, on peut s'imaginer qu'on n'a pas pu faire toutes les phases et qu'on a fait on a utilisé un vaccin à grande échelle qui a été certainement très étudié en amont parce que si tu veux, moi avant Covid, j'étudiais un vaccin ADN contre le VIH. Donc si tu veux, il y a plein de maladies dans lesquelles on essaye d'utiliser des vaccins ARN, ADN. C'est une nouvelle technologie. On a beaucoup creusé la question sur d'autres axes. Mon vaccin ADN, à la fin de ma thèse, il arrivait en phase clinique, donc on commençait à le tester chez des humains. Moi-même, je m'étais posé la question, est-ce que je participe dans l'essai? Finalement, j'ai décidé de ne pas participer, mais c'était vraiment une question que je me posais. Et puis, moi, je suis confiante, tu vois, j'étais dans les coulisses de la recherche pendant plusieurs années et je sais à quel point les gens, ils se posent plein de questions, ils creusent la question, tout en gardant, bien sûr, à chaque fois, un risque. Dès que tu sors à une grande échelle et que tu testes une nouvelle molécule, à grande échelle, il y a toujours des choses qui ressortent. Donc, il y a toujours des éléments qu'on apprend plus tard. Et c'est un risque à prendre. Mais aujourd'hui, on cherche à mesurer ce risque pour diminuer au maximum et ne pas... La vie humaine, elle a beaucoup, beaucoup de prix aujourd'hui. On n'est pas dans le 18e siècle, on perdait, une trentaine de pourcents. La mortalité infantile déjà était super élevée. Aujourd'hui, une vie humaine a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, la recherche, elle suit ça.
Hmm. Bon, je parlais des expériences un petit peu loufoques comme ça sur des périodes de guerre, mais on pense aussi aux dissections qui ont été faites sur des êtres vivants devant une assemblée générale, je sais plus dans les années, bon, il y a plusieurs siècles. Bon, on n'en est plus là. Voilà, Tant mieux. on n'est plus là. Tant mieux. On regarde, à chaque fois, on cherche à s'améliorer en apprenant de nos erreurs. Et voilà, et personne n'est parfait, y inclut les scientifiques, mais on se remet en question. Ça, c'est l'attitude scientifique, c'est on se remet en question. Et on est plusieurs à réfléchir ensemble parce qu'on sait qu'un cerveau est limité seul. Donc, dans les comités d'éthique, c'est plusieurs personnes. Dans les équipes, c'est plusieurs personnes. Donc, à chaque fois, on cherche à optimiser. Toi, du temps où tu étais dans les recherches, alors spécifiquement, surtout orienté sur le VIH, est-ce que tu as eu quand même, enfin si, tu as eu quand même l'occasion de faire des recherches en ce qui concerne le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Est-ce qu'il y a une chose que tu as pu expérimenter, qui t'a particulièrement marqué, ou une découverte, ou je sais pas, une théorie. Alors, dans la période VIH, quand je travaillais sur le vaccin VIH et j'étais pas encore sur les recherches sur le cerveau, c'est venu un peu plus tard pendant mon postdoc où j'étais à l'Institut Pasteur et je me suis dit waouh, c'est génial tout ce qu'on connaît sur le cerveau. Donc c'est là où j'ai commencé à creuser la question. Et pour te dire, ce qui m'a le plus impressionné, ça vient certainement des 2 études où j'ai accepté de recevoir des molécules chimiques pour changer le fonctionnement de mon cerveau. Si la plupart des études dans lesquelles j'étais, parce qu'on est des participants sains, donc on fait le groupe contrôle la plupart du temps, et on est placé dans des conditions limites de la conscience. Donc il y a plusieurs choses, je sais pas, tu dois compter un nombre de points, mais consciemment parlant tu peux pas. Donc du coup il y a des limites de perception et on est placé dedans pour qu'on puisse voir ce qui se joue dans nos cerveaux dans ces contextes-là. Il y a des études, moi j'aime beaucoup les études. De plus en plus on fait des études où on cherche à contrôler des choses avec notre pensée. Et récemment, je parlais d'une étude où j'avais des électrodes sur la partie arrière du crâne. Donc, ça correspond à la vision. C'est la région qui correspond à la vision. Et en face de moi, j'avais sur l'écran, il y avait le jeu. Je sais pas si tu te souviens, la console Super Mario à l'époque. Il y avait un jeu avec des canards. Et donc, il fallait, à l'époque, il y avait un pistolet, on tirait sur l'écran avec un pistolet. Et là, dans l'étude, moi, j'avais juste les électrodes sur ma tête et il fallait que je fais la même chose, que je tire sur les canards, mais sans bouger, juste avec mon focus, avec mon intention. Et donc, moi, je trouve que c'est passionnant d'aller explorer le cerveau humain dans ce sens. Après, les études qui m'ont le plus impressionné, la kétamine et la ritaline. 2 études très différentes. Je sens que tu es sensible à chaque fois que je mentionne cette molécule. Vas-y, dis-moi. Kétamine. Non, mais on est tous curieux de savoir ce que fait ceux qui n'ont jamais pris de kétamine ou de drogue de manière générale. On est toujours curieux de savoir mais qu'est-ce que ça fait de prendre ces molécules-là dans le cerveau, qu'est-ce que ça provoque. Bon, ben on a quelqu'un en face de nous qui l'a fait, donc je suis curieux d'avoir les retours. 2 études très différentes, 2 molécules très différentes. La kétamine, c'est celle j'ai pris le plus de temps de réfléchir avant d'accepter l'étude. La kétamine, c'est une molécule qui, à forte dose, c'est un anesthésiant général. À faible dose, ça perturbe la conscience. Et donc, ça fait un peu des effets psychédéliques. Tu peux avoir des changements de perception de couleur, la pièce qui bouge, des choses qui changent autour de toi. Donc, c'était une étude qui portait sur la psychose. C'était très impressionnant de voir l'effet de cette molécule à faible dose parce que tu restes conscient, donc tu peux analyser ton environnement, mais ton environnement change beaucoup. Alors, la conscience, vous pouvez l'imaginer comme un chef d'orchestre. Donc, dans le cerveau, c'est comme si on avait plusieurs parties du cerveau qui cherchent à se coordonner et se mettre d'accord sur une décision ou une action à faire. Et la conscience, c'est le chef d'orchestre qui décide et qui aligne les différentes parties de nous. Par exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il y a des périodes où il y a une partie de vous qui sait qu'elle doit se mettre à réviser quelque chose parce qu'il y a un examen à venir. Et puis, il y a une autre partie en même temps qui se dit « Ah non, mais ça serait bien d'aller à la plage, me détendre un peu, m'amuser et passer un bon moment. » Donc, ces contradictions sont constantes à l'intérieur de nous. Et le chef d'orchestre, la conscience, va faire d'en sorte pour qu'on paraisse comme des êtres cohérents avec toutes nos incohérences à l'intérieur de nous. Et donc la kétamine, elle perturbe le chef d'orchestre
Et donc là, tu te retrouves, je me souviens clairement, j'ai l'impression d'être dans les coulisses de mon cerveau et de voir toutes les incohérences, toutes les contradictions qui se passent. Donc, c'était une étude dans laquelle on reçoit la kétamine sous perfusion et on ne savait pas si c'est du placebo ou la kétamine. Il y a toujours 2 étapes de l'étude. Bon, tu le comprends assez rapidement avec la kétamine. Assez rapidement, tu commences à te dire, je crois que c'est la kétamine là. Il y a des choses qui commencent à être bizarres. Alors, je sais pas, on va prendre un petit peu de temps. Et au niveau des émotions, tu te sens comment? Il y a de l'enthousiasme, enfin, il y a de l'enthousiasme, il y a de la peur, il y a de l'euphorie, quand les choses changent comme ça. Alors, avec la kétamine, c'était très intéressant comme étude parce que moi, je l'ai super bien vécu. À tel point qu'à la fin, quand il venait enlever la perfusion, je dis non, mais si vous avez besoin d'autre chose, pas de souci, je reste. Alors, ils m'ont dit que j'étais la seule participante d'avoir bien vécu l'expérience. Je pense pour certains c'est choquant, pour certains c'est oh là là, mais est-ce que tout ça va revenir à la normale? Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel tu y vas. Moi, j'étais allée dans un état d'esprit de curiosité. Je m'étais dit bon, la kétamine, je l'ai utilisée sur mes animaux à l'époque quand je faisais les expériences. Je me suis dit j'ai envie de savoir ce qu'ils ont vécu, donc j'y vais pour savoir ce que je vais vivre, mais je savais que j'allais vivre quelque chose d'anormal. Donc j'étais en quelque sorte prête à vivre ça. Et deuxièmement, quand on parle d'émotions, je me souviens que c'était une période de ma vie qui était assez lourde. Je faisais plein de choses, j'essayais de démarrer mon business, je faisais plein de choses qui marchaient pas. Et donc j'étais un peu arrivée ce matin avec un poids sur les épaules. C'était dur. J'étais pas sûre de pouvoir continuer à développer mon business. Bref, j'étais un peu sous pression. Et dès que la molécule a commencé à agir, déjà, un état dans lequel en fait, je pense que c'est l'état de base auquel j'ai accédé, l'état de base de l'être humain, qui est un état d'émerveillement, de joie, de paix. T'es là, je te dis bon, business, il marche pas, mais c'est pas grave, je vais continuer à tester des choses. T'as un regard de reconnaissance juste du fait d'être en vie. Tu vois, c'est la simplicité de l'être. Il y a plus le truc qu'il faut faire pour se sentir bien. C'est comme si ça enlevait tous les filtres de la pensée, tous les filtres de conception de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est une réussite, ce qui ne l'est pas. Et d'un coup, je me retrouve dans un espace à l'intérieur de nous qui est paisible, qui est bien, et je dis, mais en fait, il n'y a pas besoin de grand chose pour se sentir bien dans cette existence. Dès qu'on accède derrière les filtres du mental, les problèmes n'existent plus. Les problèmes, c'est nous les créateurs de ça c'est un problème, ça se l'est pas. Mais il y a un état à l'intérieur de nous dans lequel on n'a plus des jugements, on n'est plus le oui, non, le bien, le mal. T'es juste là et tu fais l'expérience de l'existence et tout est sympa en fait. Tout est merveilleux autour de nous. Donc ça c'était la première découverte avec la kétamine. Et la deuxième c'était alors au début de l'étude il vient avec un questionnaire, il te pose plein de questions sur comment tu te sens, ce que tu perçois, etc. Et donc il y avait une question où ils me disent combien de personnes êtes-vous? Et là, je lis la question, je dis, attends, je l'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et combien de personnes percevez-vous? Et là, tu rigoles et je dis, je suis seule, il n'y a pas de doute. Et plus tard, 20 minutes plus tard, il revient avec le même questionnaire et là, j'ai compris le sens de cette question. Ça se plaçait très, très bien. S'il me l'avait pas posé, je me serais pas rendu compte. Mais au moment où il me la pose, et là, je dis, attendez. Je prends le temps de compter combien on est. Et donc, je percevais une partie de moi qui était ici, là, qui regardait, qui m'observait, qui rigolait de cette expérience et se disait, c'est marrant ce qui se passe. Et il y avait une partie de moi qui, à l'opposé, elle était plutôt en mode, oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle va revenir à la normale? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y avait une partie de moi qui était plutôt dans le côté analytique de la chose. J'avais un truc sur l'écran à faire. Et puis, il y avait une partie de moi qui était un peu plus dans l'action, qui était, allez, on fait, et c'est tout, on se pose pas de questions. Et donc, c'était très marrant de voir ces dimensions à l'intérieur de moi dévoilées sans le chef d'orchestre. Et je voyais clairement ces 4 dimensions que je sais pas si toi et les gens qui nous regardent ont entendu parler du test de personnalité qui s'appelle le DISC, D-I-S-C. C'est très utilisé en entreprise. Et en fait, pour moi, la kétamine, elle m'a permis de voir ces 4 dimensions qui correspondent à ces 4 types de personnalités, mais en réalité sont à l'intérieur de chacun de nous. Et sous kétamine, il y avait les 4 dimensions qui s'exprimaient de manière équivalente. Moi j'ai une dimension un peu jaune-verte en temps normal, mais comme l'identité n'était plus là et donc mon histoire personne n'était plus là, derrière ça il n'y a pas de filtre. Le tout est à l'intérieur de chacun de nous. On a accès à toutes les dimensions. Donc ça c'était un grand waouh pour moi.
Bon, ben, kétamine pour tout le monde, du coup. Non. J'étais la seule à avoir bien vécu l'expérience. Alors, souvent, moi, si tu veux, dès que je parle de drogue comme ça, et puis on parlera de la Ritaline, et la Ritaline, je pense que certaines personnes l'utilisent certainement. Dès qu'il y a des molécules, moi, je les utilise pour ma curiosité, pour savoir ce qu'on peut faire avec notre cerveau, pour y accéder, pour avoir un extrait du potentiel optimal de nous. Mais une fois que l'expérience est finie, là, je me dis, maintenant, à toi de trouver quelle stratégie t'aidera à y accéder sans la molécule. Parce que pour moi, j'ai une valeur liberté très forte. Tout ce qui vient d'un changement biochimique qui va me rendre dépendante de quelque chose à l'extérieur de moi, ça, je dis non. Par contre, y accéder une fois pour savoir qu'on a la capacité d'y retourner et de trouver des stratégies qui nous permettent d'y retourner, ça, oui. Ça, c'est vraiment, derrière ça, il y a un effort cognitif, émotionnel à faire. Mais c'est ça à faire pour qu'on puisse accéder à toute cette beauté à l'intérieur de nous, toute cette richesse. Ok, alors sur la Ritaline, pardon, qui est donc une molécule qui permet d'augmenter largement la concentration, le focus. C'est souvent prescrit pour ceux qui souffrent de TDAH. Ouais. Avant qu'on parle spécifiquement de la Ritaline, est-ce que ça fait de manière générale? Est-ce que tu penses que le TDAH est un bug du cerveau, est un problème de fonctionnement du cerveau? Alors, je me pose beaucoup de questions sur le TDAH parce que si tu veux, même quand on sépare un type de profil de personnalité, il y a un des profils qui se caractérise avec sa créativité. Et qui dit créativité veut dire chaos dans la pensée. Qui dit chaos dans la pensée veut dire se distraire constamment. Donc, sur les 4 profils de personnalité, il y en a un qui aura une tendance à être distrait, à partir très vite dans le vagabondage de l'esprit, parce que ça correspond à un focus créatif et ça correspond à des personnalités qui aiment faire ça. Maintenant, je me suis posé beaucoup de questions et même si tu veux, je me suis posé la question si moi-même je l'étais pas, mais à force de travailler sur moi, si tu veux, dès que tu as des stratégies de gestion mentale, tu te demandes, la question ne se pose plus, tu te gères. C'est vraiment, tu apprends à te connaître avec tes faiblesses et tu apprends à trouver les stratégies qui te permettent de canaliser tes faiblesses. Et la Ritaline, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé pour les personnes qui ont le TDAH et donc un focus qui se distrait rapidement. Ça résout le problème très vite. Par contre, ça nous rend dépendants et il y a des effets secondaires qui sont horribles. Moi-même, alors moi je suis pas dans un protocole. Je pense que je peux pas parler des personnes qui sont sous Ritaline depuis des années. Je sais pas comment c'est et je sais pas ce que c'est de l'arrêter. Mais dans ce que j'ai pu expérimenter, nous, ils nous ont donné une toute faible dose de Ritaline parce qu'on était des adultes qui ne prennent pas, qui n'ont pas de besoin de prendre Ritaline au quotidien. Et l'étude portait sur le but de l'étude, c'était de trouver des stratégies pour augmenter la motivation et la performance dans des temps d'examen, dans des temps d'épreuve chez l'adulte. Et donc, il s'était dit, une petite dose de Ritaline pourrait faire ça. Et donc, on pourrait avoir une stratégie pour des gens qui passent des examens, qui passent des épreuves, avoir un petit boost de Ritaline en amont. Et le boost, il est bon. Je peux te dire, dès qu'on était 3 ce jour-là, c'était un cachet, il nous donne un cachet, on ne sait pas placebo au Ritaline. On l'a su 5 minutes après en se regardant avec un des participants. Il m'a regardé et m'a dit, toi, t'as eu la Ritaline. On a regardé le 3e, il n'avait pas l'air d'être sous Ritaline et donc on était 2 sur 3 à avoir eu la molécule. Et d'un coup, tu as le focus qui devient un focus laser, tu as l'impression de travailler l'information de manière beaucoup plus claire et précise. Donc ça va vite dans ta pensée, même quand tu es sur un sujet où tu te sens pas expert. Nous, on parlait politique. Moi, d'habitude, je parle pas du tout de politique. C'est pas un sujet qui m'intéresse. Ce jour-là, j'étais capable de gérer un sujet complexe sur lequel je suis pas experte. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on était 3 inconnus. Au bout de quelques minutes, il y avait la sensation de fraternité. Enfin, on était des frères et des sœurs qui s'aiment, qui sont ouverts, qui se dévoilent les uns aux autres. Et donc tout ça, c'est basé sur le mécanisme de la dopamine. Si tu veux, la Ritaline augmente la quantité de dopamine à l'intérieur de nous. Et la dopamine, elle fait tous ces effets-là. Quand on a plus de dopamine, tu as un focus, l'effort devient plus facile à faire, la pensée fonctionne différemment et puis on connecte beaucoup plus facilement avec les gens. Et donc ce qu'on cherche, c'est cet effet dopamine, cet effet qui augmente la quantité d'énergie. Sachant que notre cerveau, c'est un tout petit organe, mais qui consomme 20% de notre énergie. Donc, c'est l'organe le plus énergivore. Donc, dès qu'on est en manque d'énergie, c'est le cerveau qui souffre en premier. Donc, c'est le focus qui disparaît, c'est la créativité qui baisse, c'est la prise de décision qui devient difficile. Et la Ritaline m'a permis de savoir que
on a besoin d'apprendre à mobiliser notre énergie. La Ritaline, c'est une roue de secours qui te permet d'augmenter ton énergie. Sauf que le lendemain et le jour d'après, j'étais à moins 200 de motivation et d'énergie. Donc c'était t'as le crash. C'est exactement comme de la cocaïne. Exactement. Donc très mauvais comme sensation. Et là tu te dis non mais je peux pas. Même à faible dose cette molécule, le prix à payer derrière est trop cher. Par contre, deuxième réflexion que je me suis faite, je me suis dit mais cet état je le connais et chacun de nous l'a vécu. Un état dans lequel tu as plus d'énergie, t'es excité, t'es motivé, t'es engagé de faire des choses même un peu banales, un peu simples, et puis t'es super ouvert vers les autres. Naturellement, on a cet état dès qu'on a un événement sympa qui nous arrive. Je sais pas, on vient de gagner quelque chose, on vient de valider un examen, on vient d'avoir un enfant ou une nouvelle maison. Quand il y a un événement externe, bam, on est naturellement dans cet état où tout est plus facile. Maintenant, la vraie question, c'est, je ne peux pas dépendre d'une molécule, je ne veux pas dépendre d'un événement externe. Comment je peux moi-même mobiliser cette énergie pour que mon cerveau puisse accéder à cet état en temps normal? Tu vois, sans qu'il y ait un événement extraordinaire qui se produit, comment moi je peux y accéder par moi-même, par des stratégies mentales, émotionnelles ou autres, pour que je puisse avoir accès à la dopamine, à ma propre dopamine, et pour que je puisse ne pas avoir le crash après quand la molécule n'est plus là, la molécule externe n'est plus là. Et oui, non, mais c'est ça c'est intéressant, ce fameux flow qu'on a tous expérimenté, flow je sais plus, il y a un autre terme comme ça où on sait qu'on est on est dedans. Alors avant que tu me partages peut-être 2-3 techniques sur comment avoir les effets de la Ritaline sans prendre de la Ritaline, donc faut passer par de la dopamine. J'ai cru entendre dire que le café pouvait aider à la caféine pouvait aider à la fixation de la dopamine, donc peut-être la caféine servirait à augmenter. C'est pour cette raison que la café pourrait servir à augmenter le focus. Juste avant ça. Attention, je rajoute une couche là, parce que les gens ils entendent ça, ils se disent allez, je prends 3 cafés aujourd'hui et c'est bon, j'ai la dopamine. Non, mais on le saurait si les 3 cafés marchent. Tu vas me dire après tout ça, parce que je veux juste remonter sur cette histoire de Ritaline. Est-ce qu'on peut s'imaginer que des politiciens, par exemple, ou des intervenants publics utilisent régulièrement la Ritaline justement pour être top sur des sujets de débat, top sur des sujets d'intervention à la télé ou à la radio ou en débat? Alors ça, je pourrais rien dire, mais je pense qu'on se rendrait compte. Première chose, la Ritaline, je pense qu'elle augmente la taille des pupilles. Et on verrait, si jamais c'est le cas, on verrait que la personne elle est un peu boostée de l'intérieur. Moi, je dirais pas, parce que si tu veux, à un certain niveau, il faut développer les compétences cognitives qui vont avec. La Ritaline, ça nous donne un extrait de ce qu'on pourrait faire quand on est au top du top de notre forme. Pour moi, sans les compétences, sans les attitudes qui vont, ces politiciens, on les verrait tôt ou tard, on verra que ça tient pas sur la durée, si tu veux. Et en plus de ça, la Ritaline, je crois que pour les gens qui la prennent tous les jours, elle a plus ce boost que nous on vit quand on part de baseline, de point zéro. Tu ajoutes un petit peu de Ritaline, tu vois ce delta entre sans Ritaline et avec. Par contre, si tu prends la Ritaline tous les jours, ça devient ton état normal. Donc, il y a plus tellement ce truc magique de waouh, je vais surperformer. Après, il y a plein de drogues, tu vois. Je dirais pas les politiques. Je pense que c'est pas les premiers à taper sur les drogues. Je dirais que c'est plutôt les performeurs, type des artistes qui ont des publics de plusieurs milliers de personnes devant eux. La pression, elle est forte, et des fois, je pense que ça peut arriver à des chanteurs ou des gens comme ça qui sont sur des scènes à prendre des drogues. Je verrais plutôt dans cet axe-là. C'est connu, la cocaïne, elle est connue pour la cocaïne, c'est pareil, ça agit sur la dopamine, donc c'est une autre drogue, c'est une autre manière d'augmenter la dopamine en soi. Bon, tout ça c'est illégal, et tout ça c'est pas sur la durée, ça tient pas, et on sait à quoi ça ressemble à la vie des gens qui décident d'aller là-dedans. Pour moi, je le répète encore une fois, le plus important c'est d'aller activer ces états de performance qui sont accessibles à nous tous, mais d'une manière qui est autonome, qui dépend que de nous. Dès qu'on rajoute des molécules, on part sur la facilité. Notre cerveau a tendance à choisir la facilité. Donc, dès qu'il y a une facilité, on est dans la dépendance, et c'est super difficile de sortir de là. Donc, non à tous ces accès, ces raccourcis. Par contre, oui à
toutes les stratégies qui existent pour qu'on puisse aller s'entraîner pour que cet état devienne normal. Aujourd'hui, si tu veux, je pense que ce qui a le plus changé entre moi la timide et moi la conférencière, c'est ma capacité de passer à de zéro ou bien de moins 100 parfois. Parfois, t'as un manque d'énergie et tu passes à plus 1000. Et ce switch que j'ai appris à faire à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon système émotionnel, c'est un apprentissage que tout mon système a appris à faire. Je suis autonome là-dedans et je sais que je peux l'induire, que j'ai dormi 4 heures avant la conférence ou que je suis super stressée, j'ai un tas de peurs à dépasser, que je suis dans un pays où ça m'intimide. Je sais switcher mon énergie. Et dès qu'on active de l'énergie, il y a tout un tas de schémas, on n'a plus à les gérer parce qu'on est passé à un autre niveau de fonctionnement. Et donc les pensées, les peurs restent en dessous et on est à l'abri en quelque sorte de ces influences, de ces interférences sur la performance. Donc oui, non à des molécules, oui à un entraînement cognitif et émotionnel. Ok, bah alors simplement quelques petites techniques, 2-3 stratégies. Comment fait-on pour faire monter ces niveaux de dopamine, avoir ces mêmes effets que la ritaline, que la cocaïne, mais sans prendre de drogue? Alors, plusieurs types de stratégies. Hormis les 3 cafés. Alors, les 3 cafés, s'il vous plaît, faites pas. Vous allez être juste très tremblant et avec beaucoup de cortisol en même temps. Un café, c'est bien parce que ça augmente un peu ce peps. On appelle ça readiness du corps. Alors, comment on le traduirait en français? Le corps qui est prêt à passer à l'action. Comment tu le dis? Apprêtement. Apprêtement, voilà. Apprêtement, c'est peut-être même pas ça d'ailleurs. Alors, plusieurs stratégies. Allez, commençons par les stratégies cognitives. Vous pouvez imaginer le cerveau comme un cinéma à l'intérieur de nous. À tout instant, alors soit il est en train d'observer la réalité, vous êtes dans le moment présent, vous vivez la réalité qui se passe. Ça, c'est à peu près la moitié du temps. Par contre, 47% du temps, votre cerveau se balade dans son cinéma interne. Donc, quand vous n'êtes pas ici et maintenant, le cerveau part dans le passé ou dans le futur. Alors, soit il se rappelle des souvenirs que vous avez vécus. Sachez qu'il y a un filtre naturel qui va l'amener à aller se rappeler les souvenirs négatifs par défaut et aller cogiter là-dessus. Donc ça, c'est la manière que la plupart des gens utilisent pour devenir angoissés, stressés, être tout le temps dans un état de tension. C'est pas leur vie réelle qui induit ça, mais c'est plutôt comment leur cerveau se balade et sur quoi il projette des choses en interne. Et il peut aussi se projeter dans le futur et commencer à stresser pour quelque chose qui s'est pas encore produit. Donc, il se projette et se dit ça va mal se passer, et donc il vous fait vivre le film en interne. Dès que le cinéma interne projette le film, le corps il vit ça, donc ça devient réel pour le corps et on vit des états de stress, d'angoisse. C'est comme ça qu'on les produit. Pour la plupart, sont imaginaires. C'est rare que le stress est induit par le moment présent. S'il est induit par le moment présent, il est acute. Comment tu le dis? Aigu, merci. Donc c'est un stress aigu et c'est une vague qu'on peut dépasser. Un danger, quoi. Comment? Un danger qui arrive et donc on a un stress qui se déclenche. Voilà. C'est pour la plupart des gens qui développent cette forme d'état d'angoisse et constante, ça vient beaucoup de leur imagerie mentale qui est mal gérée. La plupart des gens sont pas conscients que leur cerveau se balade à droite à gauche. Ils le voient uniquement quand la rumination elle est très forte et ils se disent je rumine sur ça, c'est ça. Des fois, ils n'arrivent même pas à voir sur quoi ils ruminent, ils le ressentent juste dans le corps il y a un état qui est pas agréable. Donc là, il faut reprendre la conscience là-dessus, de voir comment le cerveau se balade, sur quel souvenir il a tendance à se balader, et de lui réapprendre à se balader sur des bonnes choses. Alors, le vagabondage mental, c'est un processus naturel, 47% du temps. Par contre, le vagabondage guidé, pour moi, c'est une vraie compétence qu'on développe. C'est imaginer, par exemple, je sais pas, vous êtes en train d'attendre quelqu'un, un rendez-vous, la personne elle est en retard, ou bien vous êtes dans une réunion de travail, et c'est un peu ennuyant, donc vous n'avez pas trop envie d'écouter ce qui se dit. À ce moment-là, je décide volontairement et de manière guidée d'aller utiliser mon imagerie intérieure pour aller m'imaginer des choses qui me font du bien. Je peux taper dans le passé et aller chercher tous les événements qui m'ont fait vraiment du bien. Je peux me rappeler un coup de foudre, je peux me rappeler, je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais, peut-être que la naissance de mes enfants serait un bon souvenir à se rappeler. Je peux me rappeler quelqu'un qui m'a aidé, je peux me rappeler le sourire d'un vendeur qui m'a dit bonjour le matin. Et tout ça, ces images que je vais projeter, vont produire la biochimie qui va avec, et donc je vais me doper en quelque sorte grâce à mes souvenirs. Et plus je développe la capacité d'aller, de garder mon focus et de rendre l'image claire et de
m'immerger dedans et de vivre vraiment en 3D ce qui s'est passé dans ce moment-là. Plus, en quelque sorte, j'utilise le passé ici et maintenant pour reproduire de la dopamine d'un événement qui est déjà passé. Et je peux faire la même chose avec l'avenir et le futur. Je peux me créer une vision qui me stimule, mais il faut vraiment que je la clarifie. Il faut vraiment qu'elle devienne comme une photo du futur qui me plaît vraiment. Et je me vois dans ce futur et je ressens l'émotion d'être dans ce futur, ici et maintenant. Juste grâce à mon imagerie mentale. Donc ça, c'est une manière très très puissante à créer de l'énergie. Pour te dire, j'étais dans une étude de neurofeedback où il fallait chercher des stratégies mentales alors neurofeedback, c'est 64 électrodes sur ma tête, sans bouger. Je regarde un écran et je dois déplacer un point dans une cible, sans bouger le corps. Et donc là, il y a que les stratégies, il y a que ce que tu penses qui va faire le mouvement. Et donc, j'avais testé plein de stratégies et celle qui a marché le plus, c'était de m'immerger dans un futur qui me plaît, de rendre l'image claire et de rajouter une dimension émotionnelle excitante de waouh, ce futur, il me fait vraiment rêver. Et donc, rien que de l'imaginer, ça a augmenté mon énergie, ça a augmenté, tu commences à sentir ton cœur aussi être engagé. Et là, je faisais un score incroyable. J'entendais, parce qu'à chaque fois que tu fais un score, t'as un signal sonore qui vient. Donc, moi, j'entendais pip, 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 ça bipait tout le temps parce que plus j'augmentais la clarté et l'émotion de ma vision future, plus il y avait de l'énergie pour faire bouger le point. Et à la fin, le chercheur m'a dit que j'étais celle qui avait fait un meilleur score. Donc, ce type de stratégie mentale fonctionne bien. Donc, on peut créer de l'énergie par nous-mêmes grâce à notre cognition. Donc, il faut apprendre à son focus de bien projeter des choses qui sont importantes pour nous. On peut créer de l'énergie. Une grosse source d'énergie pour nous, les êtres humains, c'est la relation humaine. Ça a été prouvé. Le mécanisme derrière la connexion à l'être humain est le même mécanisme que le mécanisme d'avoir faim. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais c'est la dopamine qui est derrière ça. Par exemple, quand on n'a pas mangé, qu'on a besoin d'aller manger, c'est la molécule de la dopamine qui va nous signaler qu'on a besoin d'aller manger et on va aller manger. Chez des souris chez lesquelles on enlève la dopamine, elles sont pas viables parce qu'elles ne se nourrissent pas. Et donc, dès tout petit, elles meurent. Donc, c'est un mécanisme basé sur la dopamine. Et il y a des études récentes qui ont démontré que lorsqu'on est isolé socialement parlant, il y a quelque chose qui s'appelle le craving en anglais. C'est un désir profond d'aller chercher la relation qui se produit naturellement. Et derrière ça, c'est un mécanisme basé sur la dopamine et qui est similaire à la recherche de nourriture. Donc, la nature, elle a, du point de vue de l'évolution, elle a sauvegardé le même schéma pour la nourriture et pour la relation sociale. Et donc, quand on est en basse énergie, aller chercher à connecter avec des gens, même avec des manières toutes simples, juste un regard ou un sourire qu'on donne à quelqu'un, ça va remonter notre énergie. Donc ça, c'est une autre manière de tricher un peu avec quand on a une énergie basse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mobiliser le corps. Alors le corps, quand on produit une biochimie du corps, elle va produire un état d'esprit aussi. Donc on peut partir à l'inverse. Au lieu d'être dans l'état d'esprit qui produit une biochimie, je peux commencer à secouer le corps, l'étirer, sauter un petit peu sur place ou danser carrément. Ça va changer ma biochimie. Je fais un petit geste de victoire, yes. Pareil, le corps qui va remonter dans mon cerveau le signal que j'ai réussi quelque chose. Et le cerveau, il se met dans un état d'esprit de il y a un truc sympa qui m'arrive. Et donc, il va performer d'une manière différente. Donc, tout ça, je l'ai décrit. Alors, je profite pour vous dire que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec mon livre Neuroexcellence, où j'ai pris le temps de décrire les études dans lesquelles j'étais, les conclusions. À chaque fois, le chapitre raconte une histoire, le concept scientifique, et à la fin, vous avez des outils pratiques à appliquer au quotidien pour vous amuser à expérimenter chez vous-même. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, la création ou la production des neurotransmetteurs dans le cerveau, elle n'est pas uniquement due à l'environnement, aux aléas de la vie qui nous font produire les neurotransmetteurs, mais que nous pouvons nous-mêmes créer, augmenter la production et la quantité de tels neurotransmetteurs ou pas dans le cerveau. Exactement. Là, tu as parlé de la dopamine. Est-ce que c'est la même chose avec la sérotonine, avec l'oxytocine, le testostérone, cortisol? Oui, on peut tout créer. GABA.
Parce qu'on peut partir, si tu veux, toute chose a une signature émotionnelle. Il y a des études qui montrent les signatures émotionnelles de chaque émotion dans le corps. Le plus important, c'est d'étudier sa propre signature. Quand je suis stressée, quand je suis joyeux, quand je suis triste, c'est quoi la signature émotionnelle? Quand je dis signature émotionnelle, c'est les sensations corporelles. Donc, ça peut être chaud, froid, des picotements, des zones qui sont un peu anesthésiées, des zones qui commencent à transpirer. Il y a des expressions de visage. Il y a un type de respiration qui va avec. Et si je reproduis la recette corporelle, je vais pouvoir me connecter à l'état émotionnel qui va avec. Et donc, typiquement la dopamine, mais la dopamine, il y a des mouvements qui peuvent la produire aussi. Donc, cette méthode-là que je vous ai expliqué avec le secouer le corps et le faire bouger, il y a des études qui portent sur les mouvements de danse. Quels sont les mouvements qui nous mettent plus dans la joie? La même chose, moi j'ai une cliente qui pendant des années se décrivait comme quelqu'un d'angoissé. Donc, elle avait toute la recette corporelle de l'angoisse. Et ce qui était surprenant, c'est que sa fille, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai eu sa fille aussi, l'occasion de discuter avec sa fille. Sa fille avait copié toute la signature de l'angoisse et qui allait avec le corps, mais aussi le mindset. Qu'est-ce qu'on se raconte? Parce que l'angoisse, il y a aussi un mindset. Souvent, ma cliente, elle se disait, je suis comme ça, c'est ma nature. Et la fille, elle commençait à se raconter la même chose, mais j'ai toujours été comme ça. Dès qu'on s'identifie à quelque chose, le cerveau, c'est un exécutant, il le suit, il continue à l'appliquer. Donc oui, on peut créer ça. Le cortisol aussi, c'est quelque chose qui est, à des fois, on le juge. Il faut pas du cortisol, il faut pas stresser. Aujourd'hui, la science, elle montre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des moments où on a besoin de cortisol. Cortisol, c'est ce qui permet le corps d'être un peu plus en tension, donc de passer à l'action. C'est ce qui nous permet de sortir de la procrastination. Donc, ça vaut le coup d'induire un peu de cortisol à des moments où on a besoin de performer, parce que sinon, on est dans un état où non mais ça va, hein, j'ai pas besoin de performer. Et le cortisol, il donne pas le choix. Il se dit, ok, c'est maintenant, il va falloir le faire. C'est ce qui se passe quand on se rapproche d'un deadline et on se met d'un coup à produire des super idées. Parce que le cortisol, ça permet aussi à être plus performant au niveau des neurones. Le stress, ça nous permet d'avoir une meilleure transmission du signal. Et donc, c'est plus nuancé. Chaque extrême est mauvaise. Alors, zéro cortisol, c'est mauvais. Trop de cortisol tout le temps, c'est mauvais, bien sûr. Mais par contre, ma capacité d'aller, quand j'en ai besoin, hop, j'ouvre le robinet qu'il me faut, un peu de cortisol, un petit peu de dopamine pour être dans la joie, être enthousiaste, être excité, un petit peu d'oxytocine. C'est la molécule de la connexion. Donc, dès que je suis dans un état un peu plus de vulnérabilité, où je partage mes douleurs, où je pense à quelqu'un que j'aime, il y a un état un peu plus d'ouverture, de connexion à l'autre. Donc, je suis moins centrée sur moi, je suis plus reliée aux gens qui m'entourent. Chaque élément me donne des options différentes et en fonction du contexte dans lequel je suis, je dois apprendre à les activer pour réussir ce que j'ai à réussir à un moment donné. Donc pour moi, c'est ça la liberté de l'être humain. Et est-ce qu'il y a des expressions du visage qui vont plus influencer certains neurotransmetteurs que d'autres? Et est-ce que scientifiquement on a prouvé et des choses qui peuvent paraître, le sourire ou quelqu'un qui pleure, on voit très bien qu'il y en a un qui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus subtiles, un peu plus contre-intuitives? Alors le sourire, il y a beaucoup d'études. Même chez les rats, il y a des rats qui rient. Et dans les ultrasons, bien sûr, des rats qui rient. Vous les avez pas entendus, mais il y a des études chez les rats qui montrent que parmi, tu imagines, dans un groupe de rats, tout le monde ne rit pas au même niveau. Il y a des personnalités de rats qui rient plus, et ils se sont rendus compte dans les études que les rats qui rient plus sont plus résilients. Donc, quand il y a une difficulté, ils se débrouillent mieux. Et ils sont plus souvent choisis comme partenaires de jeu par les autres rats quand ils doivent choisir. Donc, il y a des études qui dépassent l'humain. Maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport au sourire aussi. Il y en a plein, je peux vous dire. Ok, sourire. Il y a quelque chose qui s'appelle le feedback facial. Dans l'étude, ils ont demandé à des participants de mettre un crayon entre les dents. Donc, t'imagines quand tu mets un crayon entre les dents, ça fait un mini sourire qui est soutenu par le crayon. Donc, c'est pas toi qui le fais, il est soutenu par le crayon. Et donc, ils ont un groupe comme ça et un groupe sans crayon qui regarde un film, un film. Et à la fin, ils leur demandent à quel point ils ont trouvé que le film était amusant. Ceux qui avaient le crayon dans la bouche, ils ont trouvé le film plus amusant que ceux qui ne l'avaient pas. Donc, rien qu'un faux sourire sur le visage, ça fait vivre des expériences différentes avec la même chose devant eux.
Et puis, tu as des études, alors là, c'est les études sur le Botox. Tu sais, le Botox, quand on l'injecte, il bloque les muscles du visage. Et donc, ça fait qu'on a moins de rides, mais ça fait aussi qu'il y a des répercussions sur les émotions. Et ils se sont rendus compte que quand tu injectes du Botox pour enlever les rides ici et là, qui sont en lien avec des expressions de tristesse, de douleur, de colère parfois, les gens qui ont le Botox à ces endroits-là, ça diminue l'intensité de la tristesse et de la colère chez eux parce qu'ils ne peuvent pas, le visage ne peut pas faire la bonne expression. Et sous-entendu, le système ne suit pas ensuite. Donc, ça diminue l'intensité. Ça fait pas disparaître, hein, mais il s'était même posé la question si on pouvait pas traiter la dépression avec du Botox. Pour te dire à quel point ça va loin. Ok, donc finalement, Kétami, des Botox pour tout le monde. Non, des sourires pour tout le monde. Mettez un crayon, ça coûte moins cher. Et on commence par là. Est-ce que finalement c'est pas une espèce de mise à jour ou de variation de la phrénologie, la phrénologie qui disait que la forme du crâne ou la forme du visage ou de la tête pouvait indiquer des caractères, indiquer donc des zones du cerveau hyper ou hypotrophiées et donc des caractères, ce qui est aujourd'hui plus du tout accepté. Mais finalement c'est une espèce d'évolution sur les expressions du visage, module les neurotransmetteurs, donc la chimie interne du cerveau, donc le caractère ou les comportements. Alors, je suis pas experte là-dedans. Je sais qu'il y a vraiment un métier qui correspond à la lecture. J'avais vu récemment une interview comme ça avec une personne qui était capable, en lisant les formes de visage, de crâne et des expressions, de déduire le profil de personnalité. Je ne suis pas experte, mais par contre, ce que je peux te dire, au-delà du Botox qu'on vient de voir, il y a une étude qui démontrait que les gens qui sont mariés de plus de 25 ans, ils commencent à avoir les mêmes patterns de rides sur le visage. Sous-entendu, et ça c'est un truc classique, parce que les émotions, pour comprendre les émotions, on s'imite. Si tu veux, quand les gens sont en face, ils font des micro-mouvements de leurs muscles du visage pour comprendre ce que tu exprimes sur ton visage. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, la compréhension des émotions. Et donc les gens qui vivent ensemble, qui sont mariés, qui vivent ensemble depuis plus de 25 ans, ils commencent à avoir les mêmes patterns. Donc sous-entendu, ça s'imprègne. Le mode de fonctionnement se transmet, ça s'imprègne. Et c'est pour ça que c'est super important d'en être conscient et de choisir pour soi de manière consciente qu'est-ce que je veux exprimer sur mon visage pour que je vive l'expérience qui va avec et qu'est-ce que je veux transmettre aux personnes qui sont autour de moi. Et ça, vous l'avez tous vécu. On est face à une personne qui est un peu dans les expressions tristes, la tonalité de la voix qui va vers le bas. Et puis au bout de 10 minutes, on a l'impression d'être vidé de notre énergie. Mais c'est réel. C'est le cerveau qui imite ce qu'il voit, qui le vit à l'intérieur de soi, et au bout de 10 minutes, on a le même état que l'autre. Voire c'est plus rapide parce que il y a quelque chose qui s'appelle la contagion émotionnelle. Dès qu'on rentre dans une pièce, au bout de 21 millièmes de seconde, les états émotionnels se sont équilibrés, donc on est dans quelque chose dans la même énergie. D'où le fait qu'on peut être rapidement vidé, épuisé par des gens qui, eux, ils ont pris l'habitude de véhiculer des états émotionnels qui tirent vers le bas. L'état émotionnel, pour la plupart des gens, ce n'est pas un choix parce qu'ils manquent de conscience. Donc, on est à 95% inconscient de nos actions et de nos décisions. Donc, la plupart des gens sont inconscients de ce qui se vit dans leur planète. Dès qu'on devient conscient et on commence à s'observer, on peut choisir l'état émotionnel et on peut en conscience influencer les autres avec quelque chose, bien sûr, qui va leur faire du bien, en espérant qu'on est conscient aussi à ce niveau-là de choisir le bon axe pour eux et de leur donner de l'énergie. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, j'ai beaucoup. Non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'on sait pas ce qu'on sait pas, et tant que tu sais pas que tu peux agir là-dessus, tu restes dans ta situation, sans savoir que tu peux t'en sortir. Ce podcast, cet épisode, peut-être permettra à des milliers de personnes de prendre conscience de ça et de faire des changements. Est-ce que à ce propos-là, tu vois, sur la rapidité d'exécution du cerveau, est-ce que la rationalité, le gros mot en lettres majuscules, la rationalité est absolument impossible à atteindre? Est-ce que le cerveau prend des décisions à une vitesse tellement rapide que l'émotion prendra toujours le pas sur la rationalité? Le cerveau est un organe complexe, comme je l'ai dit au début, il y a ces paradoxes, ces opposés.
Donc, si on parle à rationalité, on pourra réfléchir en termes de cortex préfrontal, qui est l'endroit où on est stratégique, on est analytique. Et si on parle à émotion, on peut parler plutôt de l'amygdale, qui est l'endroit qui gère les émotions. L'amygdale aura toujours, et donc on peut aussi parler de conscience et inconscience, parce que les processus conscients sont des processus lents et énergivores. Consciemment, on peut analyser 40 informations par seconde, ce qui est peu. Par contre, inconsciemment, dès qu'on rentre dans une pièce, inconsciemment, on a capté 1,2 million d'informations par seconde. Donc, l'inconscient sera toujours beaucoup plus rapide. Il est moins énergivore. Il nous donne plus d'informations. Par contre, il est moins précis. Je peux avoir un ressenti de comment je me sens dans cette pièce ou comment je me sens dans ce groupe d'individus. Par contre, je n'aurai pas forcément la conscience d'expliquer pourquoi je me sens comme ça. Mais je peux avoir un signal comme ça qui me donne déjà des informations. Et donc, pourquoi on a ce que tu décris, c'est parce que pour qu'on aille vite, il faut que ça soit inconscient. Et dans des situations de danger, l'amygdale détecte un ours en face de nous. Dans des situations de danger, on est en mode inconscient, donc automatique, parce que ça va très très vite et il faut vite prendre des décisions. Et donc, on coupe des fonctions qui sont énergivores, analytiques, et on va dans une dimension qui va nous permettre de nous sauver notre vie. Maintenant, ce mécanisme, il est indispensable pour la survie. Et aujourd'hui, là où on a besoin de travailler, c'est de se rappeler qu'on n'est plus dans des conditions de survie. Les ours, on les rencontre plus dans les grandes villes. Et par contre, notre cerveau, il les voit chez le chef, chez le conjoint. On arrive quand même à identifier des ours autour de nous et à activer ce mode inconscient et réactif. Il s'active parfois et donc on agit comme si c'était un danger de mort. La vraie expertise, alors si on parle d'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est pouvoir raisonner à partir des émotions. Raisonner à partir des émotions, ça sous-entend qu'on a connecté la partie rationnelle, donc le cortex préfrontal, et on a connecté la région qui gère les émotions, donc la réactivité. Il y a des études maintenant qui montrent que la méditation, le fait de méditer, d'avoir des pratiques de méditation, renforce ce lien entre les deux parties de nous. Et donc, à un moment donné, on commence à pouvoir réfléchir au moment où on est émotionnel. Donc, ouais, je me sens entendue, et donc là, je peux informer la personne, écoute, je sais pas pourquoi, parce que souvent, on ne sait pas. L'émotion vient de l'inconscient. On ne sait pas ce qui était le levier qui a déclenché l'émotion. Et souvent, c'est une histoire. Des fois, ça vient de l'enfance, hein, tu vois, ça n'a rien à voir avec la personne en face de nous. Ça a déclenché des choses qui sont enregistrées dans notre histoire et on est réactif par rapport à ces choses. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est, écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens de la colère. Donne-moi un petit peu de temps pour que je puisse déjà me laisser traverser par cette sensation de colère, l'énergie que ça porte. Parce que tant que mon amygdale est activée, je ne suis pas rationnelle. Donc tout ce que je vais dire à ce moment-là, je vais le regretter souvent après. Je vais pas me reconnaître et les autres vont pas me reconnaître dans cet état-là. Donc quand l'amygdale est activée, la première chose, je prends soin de évacuer la sensation corporelle qui est la signature émotionnelle. Ok, je respire, je laisse la chose me traverser. Et une fois que c'est un peu calme, je peux accéder au cortex préfrontal et commencer à réfléchir. Mais pourquoi ce que la personne a dit m'a autant affecté? Pourquoi cette peur? Et quoi exactement? C'est cette phrase-là. Mais quoi exactement dans cette phrase? Et pourquoi cette phrase, elle résonne avec moi? C'est quoi le lien entre mon histoire et cette phrase? Et donc, comme ça, on peut revenir à notre histoire de base et nettoyer des histoires de passé qui sont restées depuis longtemps et on peut les évacuer. Est-ce que tu l'as lu, celui-ci, là, le Penser avec clarté de Shane Parrish? Non, je connais pas. Qui est très intéressant sur ça, justement, avant toute prise de décision. C'est déjà faire un premier pas sur quelle est la situation, est-ce qu'elle engendre une émotion, pourquoi, quand, et la plupart des mauvaises décisions qu'on prend, c'est des décisions hâtives qui sont liées à nos émotions, qui elles-mêmes sont liées soit à de l'ego, soit à un truc passé ou quoi, et qui vont c'est exactement ce que tu décris. Le bouquin est génial, je l'ai terminé il y a pas longtemps, je le recommande à tout le monde, sur l'art et la science de prendre les bonnes décisions. Et là, une des premières choses, c'est prendre du recul déjà sur une situation, arriver à contempler la problématique en essayant de dissocier les émotions. Comment fonctionne, on a parlé un peu de douleur tout à l'heure, la douleur, c'est un sujet vaste, complexe. J'avais lu le bouquin d'Albert Bunkeber, sur donc le vrai du faux sur votre cerveau. Je l'ai lu cette année, je l'ai trouvé très intéressant, même si j'ai pas appris énormément de choses, mais il y avait quelques anecdotes qui revenaient lorsqu'il parlait de douleur.
la personne qui un jour s'était planté un coup dans l'œil, qui n'avait aucune douleur, mais qui avait des problèmes qui avait développé des problèmes au niveau de la personnalité, quelqu'un qui avait qui avait extrêmement mal au pied parce que elle s'était enfoncé pareil un clou ou un couteau et finalement en enlevant la chaussure, c'était passé entre les orteils, donc il y avait aucun impact physiologique. Tout ça pour dire quoi? Parce que tout ça pour dire que et même les expériences où on fait toucher un bras puis l'autre, un faux bras, tout ça, bon, montre que le signal de la douleur est très complexe et que l'interprétation du cerveau est très complexe. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as travaillé là-dessus? C'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai creusé en profondeur, mais si tu veux, moi, ce que j'ai beaucoup creusé, c'est le sujet autour de la méditation, parce que dans mon propre parcours, je commençais à travailler sur mes schémas cognitifs, je commençais à faire de la méditation et j'ai inclus le sport. Donc j'ai vraiment 3 piliers qui m'ont aidé à stabiliser mon système. C'est la cognition, la compréhension, la méditation qui est un entraînement du focus, et puis le sport qui est du coup rentrer en contact avec ses sensations corporelles. Et donc là où j'ai creusé le lien, la douleur et la méditation, je me souviens clairement lire cet article dans lequel il crée de la douleur dans un contexte expérimental. Dans un contexte expérimental, il chauffe un petit peu le doigt pour induire de la douleur. Et il regarde comment le cerveau agit avant l'induction de la douleur, pendant l'induction de la douleur et à quel moment ça descend, la sensation de douleur. Et il compare un groupe de méditants versus un groupe de personnes qui ne méditent pas. Et ce qu'il constate comme différence, avec la même quantité de douleur, on pourrait croire que le méditant, il aura moins d'intensité de douleur, mais ce n'est pas ça la différence. Le même niveau de douleur est expérimenté au même stade d'activation du cerveau. Il l'active quand on est au top de la douleur, on l'active de la même manière. Par contre, ce qui change, c'est avant et après. Un méditant, il ne va pas anticiper la douleur. Donc, il y a une vraie dimension d'anticipation de la douleur que le cerveau crée. Quand on se gère pas, automatiquement, le cerveau, il est en mode, oh là là, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Et donc, du coup, la personne, elle éprouve déjà de la douleur avant même de vivre le petit chauffement du doigt. Donc, il y a plus de douleur avant, et s'active au moment quand le doigt est chauffé. Et la différence, c'est après aussi. Celui qui ne médite pas, il va continuer à ruminer sur la douleur qui est déjà passée. Voilà, mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et donc, du coup, la courbe descend beaucoup plus lentement. Alors que le méditant, il a vécu sa douleur et il se détache tout de suite après. Et donc, il vit, en termes de durée de temps, il vit moins de douleur que la personne qui ne médite pas. Donc, gérer son cerveau, ça aide dans la maîtrise de la douleur. En tout cas, ça nous aide de faire la vraie expérience de la douleur sans avoir la peur d'avant et parce que rappelle-toi, le cinéma intérieur de la tête, il produit une sensation physique. Donc, si dans ma tête, je m'imagine à quel point ça va me faire mal avant que ça me fasse mal, ben je souffre déjà. Donc, savoir gérer sa tête, c'est savoir aussi faire l'expérience de la douleur comme elle est. Et la méditation, comme c'est un état d'esprit, alors pour moi, la manière dont je décrirais ce que c'est la méditation, parce que les gens, souvent, ils confondent la méditation avec un état où on pense plus, on n'a plus de pensée, on se distrait plus, ce qui n'est pas vrai. La méditation, c'est un état dans lequel je prends du recul par rapport à toutes mes dimensions mentales, émotionnelles et corporelles, et donc je suis la conscience qui regarde au-dessus. En science, on appelle ça la métacognition. Donc, je suis la personne qui observe ses pensées, ses émotions, son corps. Et donc, de ce point de vue, je peux voir mes pensées sans être engagée dedans. Donc, je suis l'observatrice de mes pensées, mes émotions et mon corps. Et en termes et la plupart des gens, ils se blâment quand ils se disent, mais non, mais je me distrais tout le temps, j'essaye de méditer, mais en fait, ça marche pas. En fait, la vraie méditation, c'est l'effort quand je me distrais, de faire revenir mon focus là où je voulais qu'il soit. La méditation, c'est ce mouvement-là. C'est pas un truc statique où j'ai mon focus tout le temps là où je voulais le placer, sur ma respiration, sur mon cœur. La méditation, c'est, je suis parti en dehors, reviens. Je suis parti en dehors, reviens. Et donc, réussir la méditation, c'est réussir à chaque fois à revenir jusqu'à ce que le temps que ça dure. Et ça me permet d'avoir une vraie maîtrise de mon focus et la conscience d'observer ce qui me projette mon cinéma intérieur. Donc c'est libérateur. Et pour la douleur, je n'ai pas creusé énormément l'étude scientifique là-dedans, mais à mon avis, pour des situations, des personnes qui sont en douleur, si elles méditent, ça doit pouvoir aider le détachement de la douleur. En tout cas, de se détacher de la composante émotionnelle et juste de vivre la composante physiologique de la douleur.
Ok. Et alors maintenant concernant alors, le moment où il n'y a plus de douleur du tout, juste après la mort, est-ce que le cerveau continue à produire une activité après la mort physiologique? D'ailleurs, on différencie mort cérébrale et mort je sais plus Du quoi. corps, donc la mort Ouais, cardiaque mort du peut-être. corps, mort cérébrale. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a une activité qui se produit et combien de temps elle dure? Est-ce que tu sais ça? Je me suis jamais posé la question, donc je sais pas, j'ai pas creusé la question scientifiquement parlant. Euh, Comme tu dis, des fois il n'y a pas la mort cérébrale, mais dès qu'il y a un organe qui est défaillant, si jamais il y a le cœur qui s'arrête, sous-entendu il y a plus d'oxygène, donc sous-entendu le cerveau sans oxygène, il atrophie, donc il va s'éteindre. Je sais pas combien de temps ça mettrait si jamais on n'a pas d'oxygène. Tu sais, quand on fait un arrêt cardiaque, il y a on essaye d'agir vite parce qu'il y a très rapidement, il y a des régions du cerveau qui perdent, les cellules meurent et donc ce sont des régions qu'on ne pourra pas récupérer. On pourra, avec la neuroplasticité, on pourra reconnecter ces régions, mais les cellules qui sont mortes, elles sont mortes. Les cellules du cerveau, elles se régénèrent, mais pas suffisamment rapidement pour qu'on récupère. Et je pense que c'est surtout l'hippocampe qui se régénère. Je suis pas spécialiste de ce domaine-là. Je te dis juste ce que j'ai lu à droite à gauche par curiosité. Donc je dirais que le cerveau peut continuer à fonctionner un tout petit peu sans oxygène, mais il va s'éteindre rapidement. Si le cerveau, par contre, la mort cérébrale, voilà, ça devient trop médical. Je peux pas, je peux pas répondre là-dedans. Mais c'est un organe et ça dépend de notre corps, donc ça dépend des caractéristiques biologiques, physiologiques. Pas d'oxygène, ça marche pas. Pas de sang, pareil, ça marche pas. Donc c'est un organe comme les autres qui va s'éteindre. Je ne sais pas si toi, tu as envie de réfléchir un peu plus sur la conscience et les choses qui sont au-delà de la physiologie, mais la physiologie, elle est soumise aux lois naturelles. Donc, quand ça s'éteint, ça s'éteint. Il y a plus le corps, il va, peut-être qu'il y a quelques secondes, quelques minutes de plus où le cerveau peut continuer à envoyer des signaux électromagnétiques, mais à un moment donné, ça va s'éteindre. Les cellules, même quand on les met in vitro, elles ont besoin de nourriture, elles ont besoin de conditions pour survivre. Et d'ailleurs, in vitro, une grande partie de la population, quand on fait des cultures de cellules in vitro, on sait qu'on va perdre une grande partie des cellules parce que c'est pas optimal et on essaye de garder un certain nombre pour qu'on puisse réfléchir sur des questions scientifiques là-dedans. Mais donc, si on imagine que le cerveau, tout le système fonctionne pas et le cerveau devient un organe in vitro, il va s'éteindre rapidement et les cellules vont se transformer. Il y a un sujet qui est très mystérieux, c'est celui de la conscience. Donc, on serait aujourd'hui incapable de positionner la conscience dans le cerveau, à quel endroit elle se situerait, d'où elle émergerait. Voilà, certains spécialistes élaborent des théories sur l'origine de la conscience. D'un point de vue des neurosciences, est-ce que il y a un clivage total? Est-ce que on arrive à faire quelques ponts? Il y a des pseudo-explications qui pourraient survenir ou pas du tout encore là-dessus? C'est encore une fois, c'est un domaine très spécifique. En neurosciences, on commence à essayer de distinguer les processus conscients, les processus inconscients, et c'est très difficile parce que ces deux parties de nous sont constamment en interaction. Donc c'est pas du tout comme on se dit. Il y a une partie qui nous échappe complètement. C'est plutôt elle nous échappe parce qu'on ne s'est jamais questionné là-dessus. Mais dès qu'on commence à poser des questions, on commence à apprendre à faire remonter des réponses de notre inconscient. Donc plus on se connecte à notre dimension inconsciente, plus on peut creuser là-dedans. J'aurais tendance, là du coup, je mets parenthèse parce que les choses sont plutôt suite à ma réflexion sur les questions, mais j'ai jamais creusé pour mon métier, j'ai pas creusé la question, c'est plutôt ma curiosité qui a creusé. Je dirais que pour moi la conscience c'est cette partie de nous qui, alors scientifiquement parlant, on appelle quelque chose de conscient dès qu'on peut le verbaliser. Donc si vous voulez être sûr que vous êtes conscient de quelque chose, essayez de dire ce que c'est. Si vous le verbalisez, c'est qu'à ce moment-là, la chose, elle est consciente. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la conscience? Là, je pense qu'il y a aussi une histoire de vocabulaire entre les différentes, entre les sciences, toutes les approches qui sont un peu plus spirituelles, et puis des approches philosophiques. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes descriptifs. Moi, je te dirais la mienne, qui est personnelle et qui, du coup, on va la sortir du spectre scientifique. Pour moi, la conscience, c'est cette capacité d'être un peu le chef de cette entreprise que nous sommes. Donc, si on s'imagine que le cerveau, c'est une entreprise énorme avec 100 milliards de neurones, donc 100 milliards de collaborateurs,
La conscience, je dirais que c'est cette capacité d'observer toutes les équipes, les processus et de les diriger. La conscience, est-ce que c'est un lien avec l'inconscient? Parce que si tu veux, on est un organisme très complexe et du coup, ça inclut aussi une énorme partie de nous qui nous est cachée, des processus qu'on ne voit pas consciemment parlant. Là, tu vois, je tombe dans ma propre explication n'est pas claire parce que le mot conscience et le mot processus conscient et processus inconsciente, pour moi, dans ma compréhension, c'est pas la même chose. Je dirais que le cerveau fonctionne de manière énergivore et consciente et de manière peu énergivore et inconsciente. Mais je dirais que ce que je place derrière l'idée de conscience, c'est la capacité de pouvoir observer les processus conscients et les bribes de processus inconscients. Donc, je mettrais un peu le chef d'orchestre ou le chef d'entreprise, quand je le décrivais, je dirais, c'est quand on augmente notre conscience, quand on est capable d'observer à la fois nos choses conscientes qui se produisent et à la fois tout ce qui est dans les coulisses de notre inconscient, qui vient du corps, du cœur et de la tête, et de pouvoir aussi les utiliser. Et donc, augmenter sa conscience, ça veut dire que je prends du temps entre moi et moi-même à aller analyser ce qui se passe. Pourquoi j'ai été réactif, tac, 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 et je remonte dans le processus inconscient pour le comprendre et pour l'inclure dans ma conscience globale. Donc, je sais pas si j'ai été claire, mais je dirais que la conscience, c'est ma capacité de lire mes processus conscients et inconscients et de les comprendre et de les connecter et de pouvoir travailler avec. Mais c'est ma définition. Je pense pas qu'elle est scientifiquement prouvée et je pense qu'il y a plein de théories autour de ce que c'est la conscience. Mais dans mon expérience, c'est ça. Et quand je cherche à monter en conscience ou j'aide des clients à monter en conscience, je cherche à les aider à vraiment connecter les points entre ce qu'ils vivent, pourquoi ils le vivent. On est des êtres cohérents, c'est-à-dire que même nos réactivités, même nos réactions qui sont incompréhensibles sont cohérentes pour notre système. On est un système qui fonctionne d'une manière qui a A produit B. Et si aujourd'hui je me mets en colère contre une personne, c'est qu'il y a une cause quelque part dans mon histoire qui fait que je suis réactif à ça. Et donc c'est à moi d'aller creuser, de comprendre le mystère que je suis. Donc pour moi, en vrai, chacun de nous devrait être un chercheur sur son propre mystère parce qu'il est complexe, il est merveilleux à comprendre et c'est là où on doit travailler pour augmenter notre conscience. Il y a un concept sur lequel beaucoup de neuroscientifiques essayent de revenir, c'est la vision donc localisée versus généralisée du cerveau. Beaucoup essayent de dire que finalement le cerveau ne fonctionne pas par aire détachée, localisée, donc sur le côté ça serait telle fonction, à l'arrière ça serait telle fonction, et que voilà tout fonctionne plus ou moins en même temps. Néanmoins, à chaque fois qu'on creuse le sujet, j'ai quand même l'impression qu'il y a des aires spécifiques qui ont des fonctions spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce concept d'aire localisée ou généralisée? On l'abandonne, on le garde un peu, on le garde à moitié? Moi, j'aime la complexité parce que j'ai compris que la nature, elle est complexe, elle nous a fait d'une manière complexe, donc il faut apprendre à travailler avec la complexité. Et la complexité, c'est que c'est certainement les deux à la fois. Il y a des aires spécialisées qui sont aptes à faire telle et telle chose. Mais dès que tu cherches à augmenter ta créativité, il faut connecter des choses spécialisées dans le cerveau et faire quelque chose qui est moins spécialisé. Donc, pour moi, je dirais qu'il faut savoir activer les deux. Il faut être à la fois, et c'est un peu dans les profils de personnalité. Je parlais du disque tout à l'heure. Même si imaginons qu'on ait une personnalité bleue, analytique, qui aime les méthodes et les processus et structurer les choses. L'idéal pour une personnalité bleue, c'est d'aller déclencher l'opposé du bleu, c'est le jaune, la pensée artistique, improvisée, créative, distraite, et de pouvoir faire les allers-retours, de switcher de l'un à l'autre, et de faire des allers-retours entre les deux. Ou bien les deux autres, c'est du rouge et du vert, c'est le côté autoritaire chez nous ou le côté empathique. Pouvoir faire les allers-retours entre ça, pour moi, c'est là où on est le plus optimal. C'est là où on accède à tout ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et on se dit pas, je vais faire l'un ou l'autre, ou je suis comme ça ou comme ça. Oui, j'ai une tendance à ça, mais maintenant, dans mon expansion, ça serait d'aller explorer les autres manières de réfléchir. En PNL, par exemple, on va parler d'une pensée qui est plus dans le détail ou d'une pensée qui est plus dans le global. Et pareil, ça vaut le coup de s'étudier, de voir quelle est notre facilité naturelle. Donc, on a une tendance naturelle qui est facile pour nous, mais ça vaut le coup aussi d'explorer à faire l'opposé pour qu'on puisse grandir sur ce qu'on fait pas d'habitude, tout en sachant que ça va nous coûter des efforts parce qu'on est, c'est pas l'habitude classique, mais ça va nous rajouter ça va nous rajouter des compétences et augmenter notre champ des possibles.
Alors sur la PNL justement, Mhm. est-ce que on sait qu'on en est sur la PNL, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours validé scientifiquement? De ce que j'avais lu il y a longtemps, en 2018, enfin longtemps, en 2018, c'était le fameux le livre de Tony Robbins, Mhm. dont je me souviens plus le nom exact, mais c'était celui où il parlait vraiment de la PNL et du fait que l'orientation du regard pouvait également orienter sur est-ce qu'on est en train d'essayer de rechercher une information, est-ce qu'on est en train d'aller Mhm. chercher de la créativité, et qu'on pouvait, en reproduisant des regards, aller justement chercher Mhm. des zones du cerveau. Bon, ça Pour la t'inspire quoi PNL, ça? alors moi je suis spécialiste, j'ai le niveau maître praticien de PNL. J'ai beaucoup aimé l'approche et j'ai voulu creuser, donc j'ai fait technicien, praticien et maître praticienne. J'aime beaucoup leur approche parce que si tu pars dans l'historique de comment on a créé la PNL, donc programmation neurolinguistique, le mot en français il est un peu bizarre, en anglais ça passe légèrement mieux, mais ça reste un mot qui des fois peut faire peur. Ça n'a rien à voir avec des choses de manipulation, c'est vraiment comprendre bien comment la pensée se structure. Mais quand on part sur comment la PNL a été découverte, ils se sont basés, c'est une approche assez scientifique. Ils se sont basés sur l'observation de thérapeutes et des gens qui accompagnaient d'autres personnes en souffrance ou à obtenir des objectifs. Ils ont observé les meilleurs et ils ont ressorti les schémas qui fonctionnent. Donc la PNL, ça part de l'expérience et ils ont sorti des protocoles qui se disent bon ben quand on fait ça, ça marche. Donc moi, en tant que scientifique, au début, je me suis dit, bah, c'est génial, si ça marche, on va l'appliquer. Et après, j'ai eu quand même ma dimension neuroscientifique qui s'est dit, est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? Est-ce qu'on le fait parce que c'est un protocole ou est-ce qu'il y a vraiment des liens avec les études? Et pour la plupart des choses, je dirais oui. Si tu veux, quand je faisais mon rapport, mon mémoire de formation, j'ai creusé un peu les neurosciences. Pour la plupart, ça fonctionne comme ça, parce que je vous ai dit, ce côté cinéma intérieur, ça a été prouvé. Il y a un livre même, je pense, qui s'appelle Le cinéma intérieur de Lionel Nakache, j'espère que je prononce bien son nom, qui décrit cette partie de nous. Il y a des livres, Stanislas de la Haine qui écrit sur l'inconscient et le conscient, qui explique ce qu'on connaît des études scientifiques. Et effectivement, quand tu connais le cerveau, tu sais que en imaginant des choses, on peut créer des réactions biochimiques. Ça, on l'a déjà vu avec des études avec des gens qui jouaient au piano versus des gens qui s'imaginaient jouer au piano. Ils activent, donc ils peuvent entraîner la pensée. Donc ce qu'on imagine, ça revient à la pratique. Donc la PNL, je travaille beaucoup mon cinéma interne pour changer tel et tel récit de vie que j'ai fait dans ma tête, une histoire du passé. Par exemple, je peux réécrire le souvenir que j'ai vécu pour que je puisse enregistrer un meilleur souvenir et me libérer de charges du passé. C'est aussi comment j'active un état émotionnel, mais c'est un peu ce que je vous ai décrit tout au long de cet échange, que une physiologie va activer un état émotionnel, va activer une manière de penser, donc tout ça c'est relié. Ou sinon une pensée va activer une physiologie, donc dans l'autre sens aussi. Donc tout ça, il y a plein d'études ils vont pas appeler ça PNL, mais des études qui montrent que ça fonctionne comme ça dans nos têtes. Là où j'ai pas trouvé d'études, et plutôt il y a des études qui ont creusé la question et ils ont jamais trouvé des preuves, c'est un PNL, on va étudier que quand les yeux se regardent vers le haut, je pense que vers la droite, c'est une vision construite, vers la gauche, c'est un souvenir visuel. Donc en haut, c'est dès que les yeux sont en haut, dans mon processus mental, c'est du visuel, soit construit, soit mémorisé. Quand mes yeux vont sur le milieu, c'est auditif, donc soit construit, soit du passé. Et quand les yeux vont en bas, soit c'est le dialogue interne, soit c'est des sensations. Et donc, vous allez vous rendre compte que quand vous parlez, vos yeux bougent à droite, à gauche. La science, elle a essayé de connecter ça avec visuel, auditif, kinesthésique. Et pour l'instant, il n'y a pas d'études qui décrivent de cette manière. Mais si vous observez un peu, et puis ça vaut le coup de tester pour voir ce qui fonctionne pour vous, de voir ce qui marche. Des fois, c'est inversé, ça peut être construit ou mémorisé inversé. Mais en tout cas, moi, je sais que quand la personne bouge des yeux, elle est dans ses processus mentaux, que ça soit elle se connecte à un souvenir ou autre. Je sais qu'elle n'est pas avec moi quand elle cherche autour. Quelque chose qui, pour moi, à l'époque, j'avais beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux et j'ai constaté que dans mon pays, moi, je suis d'origine bulgare, dans mon pays, il y a vraiment un truc global où la plupart des gens, ils cherchent pas de regard les autres, ils sont plutôt en train de se balader à droite, à gauche. Donc, je pense que nous, on nous a pas vraiment
cadrer par rapport à ça. Donc moi, quand je parle à quelqu'un, avant, j'avais tendance à aller chercher les informations et faciliter ma pensée en bougeant les yeux. Donc voilà, ça c'est pas très décrit scientifiquement, mais ça vaut le coup de se le tester sur soi, de voir chez les autres et puis d'expérimenter. Soyez des scientifiques, des chercheurs sur vous-même. C'est vraiment ça le message. Ok. Bon, le principe de la PNL est intéressant et scientifique sur le fonctionnement au départ et sur comment elle a été mise en place. Par contre, ces histoires des yeux, etc. Voilà, on titrera le bullshit. C'est ça. Le bullshit du PNL. Bon, très bien. Alors sur le fait de recréer les souvenirs, si on est capable de recréer les souvenirs, alors c'est connu ça, on sait que les gens, nous tous, on réécrit nos souvenirs, on refait notre passé, on le change. D'ailleurs, c'est assez fou de voir que tu peux même consciemment réécrire une histoire. À force de la réécrire, de te la répéter, tu vas finir par y croire, alors que tu sais au départ que tu l'as réécrit. Donc il y a un truc, tu vois, même quand t'en es conscient, tu te fais avoir. Est-ce que tout ça nous fait pas dire que tout le passé humain, notre passé personnel, mais le passé de tout le monde, est une mascarade sans nom, et que finalement, tout ce qui est passé, je vais en rajouter une couche, tout ce qui est dans les livres d'histoire, dans tout ce qui a été établi, on devrait y mettre une grande, de grandes pincettes quant à la véracité de tout ce qui se situe avant. C'est une super question. On peut vraiment passer beaucoup de temps à creuser parce qu'il y a des études scientifiques dans lesquelles on cherche à insérer des faux souvenirs dans la tête des gens pour montrer que ça existe. Et donc, on fait regarder des vidéos à des gens, la même vidéo. Et en fonction de comment on pose la question à la fin, est-ce que tu peux me décrire le crash de voiture ou est-ce que tu peux me décrire la vidéo de voiture? La personne, elle va rajouter des éléments dans la vidéo. Est-ce que tu penses que la vitre a été brisée dans la vidéo? Dès qu'on a mis le mot crash dans la question, la personne, elle va voir qu'il y avait une vitre brisée alors qu'il n'y en avait pas. Donc, on crée des choses rien on biaise le récit. C'est très facile de le biaiser. Notre mémoire est mauvaise, mais elle est vraiment pas bonne. On retient pas des détails et notre cerveau rajoute. Pour remplir le vide, il rajoute. Par exemple, si vous pensez à un souvenir, vous étiez dans le métro, dans le souvenir, il y a des gens autour de vous, votre cerveau, il les a pas analysés. Cependant, quand vous pensez au souvenir, ces gens-là sont habillés, donc le cerveau, il vous a mis des vêtements, il a mis des visages, alors que c'est pas de l'information, c'est pas de la vraie information. Mais il y a quand même des gens avec des visages et des vêtements dans le souvenir. Donc le cerveau, il fonctionne d'une manière pour se rassurer aussi qu'il a compris, qu'il gère la réalité. Il va avoir tendance à rajouter des éléments. D'où le fait que quand il y a un procès, on va appeler plusieurs témoins, parce que chaque témoin, déjà qu'il a pas une mémoire qui est parfaite, mais en plus de ça, c'est une caméra qui a filmé. Donc, imagine un être humain, c'est comme une caméra. Donc, si tu as 10, il y a 10 caméras qui ont filmé d'un angle différent la situation. Ouais. Ils vont raconter des choses différentes. Et l'histoire, c'est aussi ça. Tu vois, si on se place à un niveau supérieur, déjà, au niveau humain, moi, je trouve ça fascinant de travailler sur cet axe-là, parce que des fois, on vit des situations injustes, on est accusé. Et la personne, elle te raconte une histoire, tu dis, mais non, c'est pas ça. Et puis, des fois, si t'as envoyé le message, tu dis, mais tu peux relire le message, parce que là, ce que tu me dis, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais en fait, dans la tête de la personne, le récit est tellement stable, comment elle l'a construit, que elle te voit avec des filtres. Donc ça vaut le coup de le savoir, parce que du coup, on sait que souvent, quand on est accusé, on n'est pas accusé par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à l'histoire de l'autre personne, et le récit est créé sur l'histoire de l'autre personne. Mais quand on se place au niveau collectif, moi, je peux te donner un exemple concret, parce que je viens de la Bulgarie, qui, elle a été pendant 5 siècles sous l'occupation turque. Donc, entre 1300 et 1800, la Bulgarie, elle est sous l'occupation turque, l'Empire ottoman. Nous, on a grandi, et si tu veux, ce qu'on connaît de l'histoire de notre pays, c'est à travers les livres qu'on a étudiés à l'école. Ma génération, dans les livres, on parlait de esclavage turc. Donc, on avait une littérature, si tu veux, les livres obligatoires portaient sur des livres qui ont été écrits par des auteurs qui ont vécu pendant ce temps-là et qui ont écrit avec leur perception, avec leur caméra. Ils ont pris vraiment les éléments choquants de la réalité qu'ils ont décrits. Et moi, si tu veux, j'ai grandi avec une sensation inconsciente de si la personne est turque, je suis en danger.
Mais ça n'a rien de rationnel. Mais juste de s'imprégner de tant d'informations et puis de l'information sélectionnée de cette période-là, tu crées un sentiment inconscient de les Turcs, il faut faire attention. Donc rien de logique. Et récemment, ils ont décidé ils ont changé la littérature. Ils commencent maintenant à parler de présence turque. Ils ne parlent pas de esclavage turc. On parle de présence turque et on commence à changer l'histoire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne le saura jamais parce que si tu veux, il n'y a pas un être humain qui va pouvoir raconter toute la scène qui s'est vécue pendant 5 siècles, du début à la fin, en ayant la perception des choses les plus brutales, mais aussi les choses positives qui se passaient. Parce que certainement, il y avait des choses positives ou des familles qui vivaient de la bienveillance turque, etc. Donc, il y a pas un récit qui pourra englober, c'est trop complexe et on pourra pas, et on saura que jamais il y aura ça. C'est toujours un récit biaisé à travers le prisme de quelqu'un. Donc, si on veut revenir un peu plus proche de la vérité, ça vaut le coup d'étudier l'histoire de celui qui raconte le récit pour savoir quels sont ses filtres, comment il a filtré ce qu'il a vécu. Et puis surtout, ça vaut le coup de se positionner dans un état plutôt de est-ce que c'est utile ou pas utile. Là aujourd'hui, en tant que Bulgare, est-ce que c'est utile d'avoir peur des Turcs? La réponse est non. Donc, est-ce que ça vaut le coup de retravailler la manière dont j'ai compris l'histoire ou bien de la recaser dans ma tête d'une nouvelle manière? Oui, ça vaut le coup. Et pareil pour n'importe quelle situation politique ou historique. Ça vaut le coup de se dire, ok, est-ce que ça me sert ou ça me sert plus? Et est-ce que ça sert un objectif humain? Est-ce que ça sert ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça sert les gens qui sont autour de moi? Et si la réponse est non, on laisse tomber. Parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance dans ce monde pour qu'on continue à cultiver et à rajouter des couches. Question cocasse. Est-ce que manger de la cervelle pourrait nous permettre d'être plus intelligents ou alors, voilà. Je sais que non, mais je demande parce que je me dis ça peut être marrant d'écouter la réponse. C'est le moment de la blague. Ou d'ingérer les souvenirs. Finalement, pour quelle raison on ne prendrait pas les souvenirs d'une cervelle qu'on mange, qu'on ingère? Donc tu veux passer les choses de la bouche au cerveau. T'as oublié le chemin qu'il y a entre les deux. Donc ça rentre dans la bouche, c'est décomposé. Tu prends les molécules, tu les mets dans le sang il va les transporter, il va construire des cellules en toi. L'information. Alors là, tu vois, il y a une dimension qui n'est pas scientifique, mais qui est intéressante à creuser. Et j'avais vu un film, il était plutôt sur les transplantations. De la bouche, ça passerait pas parce qu'il y a trop d'enzymes et trop d'acides pour conserver des informations. Je pense quand même à l'information électromagnétique qui n'est certainement pas là au moment où le cerveau est mort et que tu le manges. Il est pas là, tu vois. Il y a pas de. Mais il y a des questions qui se posent au niveau des transplantations. Et j'avais vu un film très très touchant d'une transplantation cardiaque qui a carrément changé la personnalité de la personne qui a reçu le nouveau cœur dans le bon sens. C'était un homme qui était très focus business, qui s'en foutait des gens, qui était très égocentré. Et après cette transplantation cardiaque, il a dans le film, il hérite les traits de caractère de l'homme qui était un ouvrier très bienveillant, que les gens adoraient, qui s'occupait des gens autour de lui. Je sais pas. Là, du coup, la science ne pourra pas nous montrer. Je pense qu'on peut prendre des cas par cas, des gens qui ont vécu et qui ont des sensations autour de ça et pour essayer de réfléchir un peu là-dedans. Moi, j'ai tendance à penser que si on a une dimension de matériel, donc le corps qui, à la fin de nos vies, va se transformer en élément chimique. Tu vois, j'aime beaucoup cette phrase de comment il s'appelait. Il disait que l'être humain, c'est des poussières d'étoiles. Parce que si tu veux, ce qui nous compose, c'est les mêmes éléments que les étoiles. Et donc, ce qui va sortir de nous, il va composer des paysages, des étoiles après notre passage. Donc ça, c'est la dimension matérielle qui, elle se transforme en molécules. La dimension énergétique, là, on rentre dans un domaine on n'a pas les appareils scientifiques pour analyser. On peut juste faire des suggestions et essayer de réfléchir dans cet axe-là. Mais oui, là, on est plus dans le domaine spirituel et c'est plutôt, il y a des théories qui disent que pareil, l'âme remonte dans sa maison et toutes les âmes se retrouvent ensemble et du coup, cette dimension, elle se perd pas. Moi, en restant le plus proche de la science, je dirais qu'en physique, on dit rien se perd, tout se transforme. Donc, si notre corps matériel se transforme, je dirais qu'aussi à l'intérieur de nous, cette énergie, elle se transforme, elle reprend une nouvelle forme. Mais bon, on peut pas savoir. Pour l'instant, on n'a pas des preuves dans cet axe-là.
Et alors, parmi toutes les possibilités qu'on peut faire pour justement augmenter la performance et l'excellence du cerveau, donc tu en parles dans ton livre, dans tes conférences et dans les contenus que tu produis, est-ce que il y aurait un moyen ou une évaluation pour savoir si notre cerveau fonctionne au top, pas ouf, si on peut l'améliorer? Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un test pour savoir où c'est qu'on en est? Est-ce qu'il y a un test? Alors, nous, dans les études cliniques, il y a toujours des tests qui font, notamment au niveau du focus, tu as des tests de rapidité. Il y a quelque chose qui apparaît vite sur ton écran, à quel point tu réponds vite. Il y a des tests, tu peux regarder à quel point tu distrais, juste en plaçant ton regard sur un point. Et dès que tu détectes que ta pensée est partie ailleurs, tu fais un comptage de nombres de distraction. Donc, on peut quand même quantifier des paramètres comme ça de la pensée. On les quantifie dans les études cliniques. Moi, je dirais que je pars du principe qu'on est des êtres illimités, donc on peut toujours aller à un niveau au-dessus. Donc, aujourd'hui, je me sens avoir dépassé énormément le niveau que j'avais avant d'avoir la conscience qu'on pouvait travailler sur nous, avant d'avoir accès à différentes parties de moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, je garde mon humilité. La nature, elle est très riche. Donc, je garde mon humilité pour continuer à découvrir des choses de moi. Mais je dirais, partons du principe on peut toujours augmenter notre niveau d'énergie et apprenons à créer de l'énergie. Pour moi, l'énergie est au cœur de nos processus, que ça soit cognitif, que ça soit biochimique. Plus on a de l'énergie, moins le corps fera des erreurs aussi au niveau de la copie de l'ADN, donc on aura moins de maladies aussi. Plus on a de l'énergie, plus notre pensée est claire, on réfléchit avec plus d'éléments, on est plus créatif, on prend des décisions complexes, on est plus gentil avec les gens quand on a plus d'énergie. Donc, partons dans le sens où on devient des êtres qui sont aptes à tout instant de créer de l'énergie. Que ça soit avec une stratégie mentale, comme je l'expliquais tout à l'heure, que ça soit dans l'interaction sociale, que ça soit parce que je prends soin de mon corps et du coup, je sais produire de l'énergie corporelle et émotionnelle. Ça nous fera du bien d'avoir plus d'énergie pour nous. Et quand on est une personne qui a plein d'énergie, on est aussi très apprécié par les autres parce que les gens, ils manquent d'énergie la plupart du temps et ils veulent des gens qui donnent de l'énergie. Donc voilà, je dirais que chacun de nous devrait continuer à chercher à augmenter son énergie de différentes manières. Est-ce qu'on est tous capables de transformations incroyables? Je suis sur la fin du livre de David Goggins. Je sais pas si tu connais David Goggins, qui en termes de mindset, de mental et du fait de repousser ses limites physiques et mentales. Bon, je sais pas qui c'est qui a fait mieux. Évidemment que c'est romancé dans la manière dont il le décrit, mais les ultras, les marathons et tout ce qu'il a enduré, il les a endurés pour de vrai. Il explique que chacun d'entre nous peut arriver à trouver la force mentale pour surpasser les pires épreuves. Est-ce que c'est le cas selon toi? Est-ce que on peut à ce point avoir un contrôle sur notre cerveau pour faire des trucs de fou tous? Ou alors est-ce qu'il y a quand même des limites génétiques, environnementales? On a beau avoir les meilleurs discours du monde pour se surpasser, on va pas pouvoir tous faire des ultras, même si on se force. David Goggins, c'est un exemple surprenant et heureusement qu'il existe parce que peu de gens veulent soumettre leur vie à cet extrême inconfort qu'il s'implique. Aujourd'hui, ce qu'on sait scientifiquement parlant, c'est que il y a une structure dans le cerveau, je me souviens plus le nom, c'est un peu complexe et c'est pas si important que ça, mais c'est dans chaque cerveau. Il y a une structure qui augmente à chaque fois quand on fait des choses qu'on n'aime pas. Donc à chaque fois, tu te pousses imaginons, tu veux manger du chocolat, mais tu te dis non, je vais pas le faire. Ça augmente ta structure. Tu ajoutes 1 heure d'exercice par semaine, tu augmentes cette structure. Tu fais une douche froide, ça augmente cette structure. Par contre, l'inverse c'est vrai aussi. Dès qu'on est dans des attitudes de confort et je fais les choses que j'aime et j'évite surtout l'inconfort et le stress, cette structure diminue. Elle est plus petite chez des gens obèses, elle est plus petite chez des gens qui sont un peu sous dépression, et elle augmente chez des athlètes de haut niveau, elle augmente chez des gens qui se challengent. Et donc cette structure, c'est une réalité neuroscientifique. On peut la travailler et plus on la travaille, plus on sera dans un mindset type Goggins. Et pour te dire, aux États-Unis, ils ont carrément créé le verbe Goggin this, Goggin it. Ça veut dire fais le truc que tu veux pas faire, tu le Goggin. Et donc moi, je conseille à chacun de rajouter un petit peu de choses de type qui peut goguiner au cours de la journée.
Moi, la douche froide, typiquement, si j'ai une performance, une conférence dans la journée ou une interview et que je veux avoir plus d'énergie, je ferai à la fin de ma douche matinale, je ferai un petit moment de douche froide, justement pour créer un peu de cortisol dans le corps et être dans un état où je suis plus au taquet, mes muscles sont prêts, mon état d'esprit est plus clair. Donc oui, on peut, chacun peut travailler au niveau de la pensée. On est infini. On peut vraiment travailler. Si tu veux, moi, ce que je raconte souvent dans mes conférences, c'est de dire la réussite. Du point de vue de notre cerveau, c'est un apprentissage. Et du point de vue de notre cerveau, on peut tout apprendre, à condition qu'on a la bonne stratégie et à condition qu'on a du feedback qui nous permet de nous améliorer. Parce que des fois, les gens, ils répètent la même chose qui marche pas et ils perdent du temps. Là, on est limité, c'est le temps et c'est la dimension physique. Donc, si j'ai pas la bonne stratégie d'apprentissage, au bout d'un certain temps, mon temps il est fini, donc j'ai pas réussi et je peux coucher pas réussi à la fin de la vie. Si je voulais devenir astronaute et que je me suis prise un peu tard et que j'avais pas la bonne stratégie, à la fin de la vie, je coche pas réussi. La notion de la réussite, il faut qu'il y ait une limite pour déterminer si on a réussi ou pas. Donc mauvaise stratégie, pas de temps, je réussis pas. Donc voilà, première limite. Deuxième limite, c'est mon corps. Astronaute, ok, mais est-ce que j'ai le corps qui va avec? Donc cette dimension, elle est limitée. Pour chacun de nous, elle est différente. Chacun de nous doit travailler avec ce qu'il a, ce qu'on nous a donné. La vie, elle nous a donné des éléments. On fait avec ce qu'on a, et donc on se cale par rapport à nos propres limites. Ces limites, souvent, ne nous limitent pas dans ce qui est le plus important pour nous. Ce qu'on a à faire, c'est rare qu'une dimension nous pose des limites. C'est plutôt la pensée qui se dit non, mais je vais jamais réussir parce que je suis comme ça, comme ça. On se limite tout seul. Mais c'est pas, c'est quand on veut quelque chose, il y a tellement d'exemples dans le monde de gens qui arrivent même à dépasser les limites physiques pour montrer que c'est possible. L'être humain est juste incroyable. On a eu de la chance de vivre, d'être incarné dans une matière qui est aussi riche, aussi surprenante, aussi illimitée. Maintenant, c'est à nous d'aller faire le pas pour explorer cette dimension illimitée de nous et d'arrêter de se dire que non, je peux pas, non, c'est pas pour moi, ça marcherait pas pour moi. Ça peut marcher pour chacun de nous. Mais je suis passée quand même par la phase où je me disais non, ça marcherait pas pour moi. Mais faut réduire le temps quand on passe en mode un peu victime, un peu s'apitoyer sur soi, parce que il y a tellement de possibles, il y a tellement de portes qu'on peut ouvrir, et c'est dommage de perdre du temps juste à cause de nos pensées. Donc conclusion, les neurosciences nous indiquent qu'il n'y a pas de déterminisme et que on peut radicalement changer de comportement, de réaction, d'état, de personnalité aussi. Ça va être, la pilule va être dure à faire passer pour beaucoup de monde. Alors, je dirais, conclure là-dessus. Il n'y a pas de déterminisme, c'est encore un peu extrême. Je dirais que c'est les deux à la fois. Il y a potentiellement une dimension un peu déterminée. Je sais pas par quoi, parce que là, on rentre dans une dimension un peu philosophique et spirituelle. Il y a peut-être des choses qu'on a besoin de vivre et qu'on vit, mais là, du coup, c'est vraiment la dimension spirituelle. J'ai pas d'explication de pourquoi tel ou tel challenge pour telle et telle personne et pas pour d'autres. Mais une chose est sûre, chacun de nous a des challenges, chacun de nous a besoin des challenges. On se développe à travers ça. Et on est là pour vivre ça. Donc, tant que faire, les embrasser et faire avec et les accueillir comme c'est le bon entraînement pour nous. C'est sur mesure pour nous, donc j'accueille ce type de déterminisme qui me dépasse. Donc, il y a vraiment une dimension qui est en dehors de mon pouvoir. Je la gère pas. Celle-ci, je l'accepte comme elle se présente à moi, que ça soit sous forme d'une personne qui me critique ou que ça soit sous forme de je perds mon travail. J'embrasse cette dimension qui me dépasse et je gère la dimension qui est dans mon pouvoir. Donc, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation-là? Et c'est là où j'ai tout le pouvoir sur la manière de mon attitude. Et ça j'aime beaucoup Viktor Frankl qui nous dit la vraie liberté, c'est dans l'attitude que tu adoptes de vivre les événements que la vie te propose. Pour préciser, Viktor Frankl, c'est quelqu'un qui a été dans des camps de concentration nazis. Et donc, lui, il nous parle de le plus important, c'est l'attitude. Il y a des choses qui te dépassent, tu ne peux pas les gérer. Mais par contre, quelle attitude tu adoptes face à ces choses-là va potentiellement changer la réalité autour de toi, ou en tout cas va te permettre de la vivre mieux. Et quand tu la vis mieux, souvent, t'es plus agréable, tu te fais des alliés, il y a des gens qui t'aident, et donc il y a tout un tas de choses qui se débloquent grâce à ton attitude. Mais tout démarre de nous. Pour moi, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Et il y a des gens qui vont te dire non, mais tant que le contexte social, économique n'est pas changé, c'est irresponsable de penser que c'est nous qui devons changer. Pour moi, encore une fois, c'est les deux à la fois. Bien sûr, je peux travailler sur moi si je suis dans un pays pauvre ou extrême, c'est dur. Et ça va être plus dur que si je suis dans un pays comme la France qui est plus développé, qui me donne plus de possibilités.
Donc les deux agissent. Le contexte, le fond extérieur, politique gouvernementale, pensée collective, culture dans laquelle on vit, ça agit sur nous, mais c'est en dehors de notre pouvoir. On peut juste le comprendre et faire avec. Et puis à l'intérieur de nous, par contre, là, on est illimité. Donc là, il n'y a pas de déterminisme. Je peux être une extrême timide et devenir une conférencière internationale aujourd'hui. Écrire un livre, je m'attendais pas du tout à être capable de faire ça. Donc oui, il n'y a pas vraiment de déterminisme de je suis telle personne, donc je dois le rester. Si c'est pas la vraie question n'est pas qui tu es, la vraie question c'est qui tu veux devenir. Et là, tu verras qu'il n'y a pas de déterminisme. À partir du moment où tu te poses la question qui est-ce que je veux devenir, tu commences à construire la personne que tu veux être dans le contexte dans lequel tu vis, ou bien changer de contexte si celui-ci ne te correspond pas, changer le contexte et être encore plus libre. Pour ceux qui veulent suivre tes travaux, il y a ton site, il y a ton livre Neuroexcellence, les conférences, tes réseaux également. On mettra tout ça en description. Merci beaucoup, Biljana Todorova, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé, Jérôme. Merci beaucoup et j'espère que ça va plaire aux gens qui nous ont écoutés et qui vont pouvoir inspirer aussi à travers ce qu'ils retiennent de cet échange, qui vont pouvoir inspirer d'autres autour d'eux, parce que c'est un travail collectif qu'on fait. C'est pas juste un travail sur un cerveau, c'est tous les cerveaux à gérer et à amener vers une harmonie collective. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao.